Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je commence par dire que je vais m'exprimer en français, qui est la langue commune principale entre nos deux pays. Je comprends une partie du néerlandais, mais pas tout, donc je ne parle pas néerlandais. Je parle allemand, italien, anglais, espagnol, mais malheureusement, donc je vous demanderai si c'est possible de poser vos questions en néerlandais. Euh, En français, pardon. Peut-être quelques mots sur moi et sur l'entreprise. Donc, SMA, c'est une entreprise qui est active dans l'Europe entière pour des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructures et des autorités organisatrices, comme disent les Français. En Belgique, on est actif depuis des années pour la SNCB, pour Infrabel et pour le SPF notamment. Cet exposé que je vais vous faire a été déjà donné il y a quelques mois, vous voyez, en mai à Bruxelles, dans le cadre d'un séminaire sur l'intégration des transports publics, dans le cadre d'une journée d'échange. Donc, je reprends cet exposé que je vais traverser avec vous et puis ensuite, on pourra... on pourra avoir un moment d'échange, vous pourrez poser les questions. Donc, je vous propose plutôt de noter vos questions pour la fin de ma présentation. À moins qu'il y ait des graves problèmes de compréhension, donc dans ce cas-là, peut-être vous pourrez intervenir. Mais j'espère pas que ce soit le cas. Exposé en 5 points. D'abord, quelques éléments de présentation du pays en général, un petit peu pour fixer quelques repères. Alors peut-être que c'est des évidences pour vous, peut-être que ça vous sera utile. Taille, etc., fonctionnement politique et organisation institutionnelle. Ensuite, quelques éléments sur le système des transports publics, ce système qui est donc intégré, hein, qui est la particularité dont on veut parler aujourd'hui. Quelques éléments sur les facteurs de succès, comment on en est arrivé là. Quelques éléments sur les limites, et puis une synthèse qui nous permettra de lancer la discussion. Peut-être juste pour fixer les choses, comme je vous le disais, je pense que chacun voit où la Suisse se situe. C'est un pays qui est plus grand en taille, mais plus petit en nombre d'habitants. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moins dense, puisqu'il y a une partie du pays qui est non habitable. On verra ça tout à l'heure. Et donc, on arrive plutôt à des densités assez élevées. Vous avez ici une représentation justement des principales villes et du réseau ferroviaire euh, avec une situation, une comparaison à la Belgique. Évidemment, si on compare à la Belgique, on est dans quelque chose de beaucoup moins euh, centralisé sur un nœud, beaucoup moins radial, mais beaucoup plus polycentrique, avec un réseau qui est donc maillé. On a évidemment un certain nombre de mailles dans le réseau ferroviaire belge, mais évidemment que les flux sont beaucoup plus centrés sur Bruxelles. Donc c'est une structure de l'urbanisation et donc aussi des flux qui est moins radiale. Ici, une représentation assez imagée de la géographie et de l'urbanisation. Donc, ce que vous voyez, c'est que on a en fait des zones urbanisées avec une certaine continuité de l'urbanisation, en particulier autour de Zurich ici, Bâle et Genève qui sont les plus grandes villes. Vous avez le bassin lémanique avec une continuité urbanisée entre Genève et Lausanne, et puis on trouve aussi ça sur le plateau suisse, hein. Donc la Suisse est constituée d'un plateau qui est placé entre deux chaînes de montagnes, le Jura ici et les Alpes. Et vous voyez dans les Alpes ces zones montagneuses où on va avoir une densité beaucoup plus faible euh, de population. Il y a en Suisse depuis longtemps une politique de zonage qui conduit à une concentration de l'urbanisation, en particulier autour des infrastructures de transport ferroviaire, et c'est ce qui fait que on va avoir beaucoup de zones non urbanisées et non desservies, et une concentration d'urbanisation qui est favorable, bien sûr, à une part modale élevée des transports publics. C'est un des éléments à avoir en tête. Ici, une représentation du réseau ferroviaire.
et de la densité d'urbanisation. Vous retrouvez ici en vert clair toutes ces zones inhabitables qui expliquent pourquoi on a cette densité qui est élevée dans la zone habitable. Vous retrouvez aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire ce réseau de villes avec un réseau ferroviaire assez dense et une urbanisation concentrée autour des axes ferroviaires et en particulier autour des gares. On retrouve ici les principales villes, donc Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, pour citer les principales. Quelques éléments sur les aspects culturels et politiques. Je pense que c'est particulièrement intéressant d'avoir ça en tête, surtout pour vous en Belgique. Comme vous savez, c'est aussi un pays avec plusieurs langues et plusieurs cultures, mais qui s'organise autrement. D'abord, la première différence, c'est qu'on a une langue qui est beaucoup plus majoritaire qu'en Belgique, donc on a beaucoup moins deux entités avec des ordres de grandeur proches, comme on a en Belgique. Donc on a clairement une majorité germanophone qui est beaucoup plus forte et qui fait que en Suisse, il y a, il y a en général une domination, si on veut, dans les échanges euh, de l'allemand, qui est vraiment la langue principale. La grande particularité aussi qui est à noter par rapport à la Belgique, c'est que vous avez un découpage en cantons. Donc, la Suisse, c'est une confédération qui, historiquement, est le résultat du rapprochement volontaire, dans la plupart des cas, de cantons qui ont souhaité se mettre ensemble malgré leurs différences, plutôt que d'être mangés par les grands voisins. Ce qui fait qu'on retrouve en fait 23 cantons en Suisse, et en plus des demi-cantons, c'est un petit peu une complexité énorme par moment. Et ce qui est particulier, c'est que vous le voyez sur cette carte, la frontière des langues ne correspond pas à la frontière des cantons. Donc vous avez ici les couleurs qui représentent les langues, vous voyez qu'ici, si vous voyez ma souris, dans la plupart des cas, la frontière linguistique ne suit pas la frontière des cantons. Donc en fait, on va trouver beaucoup de cantons, beaucoup de cantons qui sont multilingues, qui ont plusieurs langues. Euh, je vais fermer ici. Voilà. Et c'est aussi une particularité qui fait qu'on ne va pas avoir, si on veut, de lien fort entre les entités dans la structure fédérale et les langues. Il y a vraiment une combinaison, un jeu assez compliqué entre les langues et les cantons. Les cantons s'expliquent historiquement beaucoup plus par les confessions, donc c'est bien sûr des choses qu'on retrouve aussi dans l'histoire au Benelux. Il y a des cantons catholiques et des cantons protestants. C'est ce qui explique aussi c'est le fait que les confessions étaient plus déterminantes que les langues dans la constitution des cantons. Euh, Ça signifie qu'on a vraiment trois niveaux institutionnels en Suisse, la confédération, le canton et la commune. Donc, on n'a pas d'autres niveaux, on n'a pas de superposition du tout comme en Belgique avec les communautés et les régions. Et les compétences sont réparties entre la confédération, les cantons et les communes. Je vous ai mis ici un petit tableau avec la répartition des compétences et l'organisation institutionnelle dans le domaine des transports, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans le ferroviaire, si on distingue l'infrastructure de l'offre, la particularité, c'est que c'est la Confédération qui définit, organise et finance le développement et la maintenance de l'infrastructure dans tout le pays. C'est le cas depuis une dizaine d'années avec une loi que le peuple suisse a votée et qui fait que quelle que soit la région ou le réseau, puisqu'il y a plusieurs réseaux comme on le verra, c'est la Confédération qui paye de manière uniforme. Au niveau de la définition et de la commande de l'offre, donc du service, de la desserte,
il faut distinguer ce qui est grande ligne, qui est donc réputé rentable. Dans ce cas-là, la Confédération fixe ce qu'on appelle un mandat de prestation au CFF, les chemins de fer fédéraux suisses, qui est donc un mandat général de desserte du pays. Et ensuite, les CFF ont une certaine liberté dans la définition de l'offre pour répondre globalement à la demande, et il n'y a pas de subvention pour tout ce qui est grande ligne. Pour ce qui est trafic régional, qui est un trafic réputé non rentable, donc avec une subvention, si on veut, il y a le principe de la commande qui a été installé depuis de nombreuses années en Suisse. Le principe de la commande, c'est qu'il y a des autorités organisatrices, qu'on appelle des commanditaires en Suisse, qui définissent un service, qui établissent un contrat qui est une commande pour établir ce service pour un certain prix, et l'opérateur doit effectuer ce service pour ce prix. S'il peut le faire pour moins cher, il n'a pas le droit de mettre dans sa poche le bénéfice, mais il doit le réinvestir pour réduire le prix de son offre dans les années suivantes. S'il le fait pour moins cher, ben, c'est pour sa pomme. Et donc, ça conduit à quelque chose où le service est quand même très clairement piloté par les collectivités publiques. Il y a le même principe pour les transports publics routiers, et ça, c'est un paramètre très important, c'est que il y a une co-commande, une co-définition entre la Confédération et les cantons, comme vous voyez ici, que ce soit pour le ferroviaire et pour le routier. Et c'est donc les mêmes commanditaires, les mêmes autorités organisatrices qui définissent le service ferroviaire et routier. Ça, c'est, je pense, un point fondamental pour comprendre aussi l'intégration qu'on a en Suisse. Donc, il y a une autorité qui euh, se soucie et qui vérifie que l'offre soit intégrée et cohérente, quel que soit le mode, en fait, entre le ferroviaire et le routier. Le transport public urbain, là, on a un système un peu différent qui, pour la commande, qui est pilotée par les cantons et les communes, est financé. Par contre, il y a un cofinancement de la Confédération pour la partie développement. Il y a un fonds de financement des projets d'agglomération. Et pour les routes, qui sont donc l'infrastructure utilisée par le transport routier, il y a un système de financement de la maintenance et du développement qui se répartit entre la Confédération, le canton et la commune en fonction de la classification des routes. Euh, une certaine inertie, voilà. Je voulais vous dire aussi une autre particularité du réseau ferroviaire suisse par rapport au réseau belge, c'est qu'on va avoir non pas un seul gestionnaire d'infrastructure sur le réseau national et un seul opérateur principal, en tout cas, comme en Belgique, mais on va avoir de nombreux opérateurs et de nombreux gestionnaires d'infrastructures. Vous voyez ici cette carte. Donc, tout ce qui est noir, c'est le réseau des chemins de fer fédéraux suisses en termes de gestion de l'infrastructure. Et vous avez toutes les lignes ici bleues, vertes et rouges qui représentent des lignes ferroviaires qui sont exploitées par d'autres gestionnaires d'infrastructures, ce qui n'empêche pas que chaque opérateur puisse aller sur l'infrastructure de l'autre. Donc, souvent, ces entreprises sont soit intégrées quand elles sont petites, soit avec une séparation comptable, soit divisées en entités séparées de gestion de l'infrastructure et d'opérateurs, et chacun peut aller sur l'infrastructure de l'autre. Vous avez par exemple des trains CFF qui vont sur l'infrastructure BLS et des trains BLS qui vont sur l'infrastructure CFF. BLS qui est le principal, le plus grand réseau autre que les CFF, qui a plusieurs des lignes bleues qu'on trouve ici autour de Berne. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est comme une mini-Europe, si vous voulez, hein. C'est une Europe miniature. On retrouve aussi cette comparaison parfois au niveau politique, hein, avec les cantons.
On retrouve le même fonctionnement au niveau ferroviaire où, par exemple, la Deutsche Bahn vient aux Pays-Bas ou en Belgique, la SNCF, la SNCB, chacun déborde. La SNCB qui vient à Lille, par exemple, elle a un petit peu le même fonctionnement, hein. C'est un opérateur qui vient sur l'infrastructure SNCF. Donc on retrouve ce même fonctionnement. Ça veut dire aussi qu'on a un jeu qui est plus complexe que simplement dire qu'il y a une seule entité qui est le gestionnaire d'infrastructure ou l'opérateur. Et c'est ce qui conduit aussi à l'importance, on verra ça plus tard, de la collaboration entre les entreprises, qui explique aussi pourquoi il y a une recherche de la part des entreprises de transport d'une cohérence, puisqu'il n'y a pas une seule entreprise, forcément. euh, il y a besoin d'une collaboration pour arriver à quelque chose d'intégré et d'unifié. Il y a de très nombreuses entreprises, on verra ça tout à l'heure, des dizaines et des dizaines d'entreprises ferroviaires et des centaines au total. Un élément sur les parts modales, pour se fixer une idée, j'ai pris ici des documents publics qui ne sont pas les plus récents, mais qui ont l'avantage de donner comparaison assez large. À gauche, la répartition modale. On voit ici la Suisse entourée en vert, la Belgique qui se trouve ici. Ce qu'on voit, c'est que on a une part modale qui est plutôt élevée en Suisse et que surtout, il y a une grande partie de cette part modale qui est liée au ferroviaire. Il y a une utilisation élevée du ferroviaire. C'est ce qu'on voit ici à droite, qui est une des statistiques les plus parlante en termes de distance par an et par habitant parcouru en train. Donc, vous voyez que la Suisse est à un niveau beaucoup plus élevé avec cette couleur turquoise ici que ses voisins, alors même que ça reste quand même un petit pays. Par exemple, des pays grands comme la France ou l'Allemagne, vous voyez, il y a presque la moitié de kilomètres parcourus par an et par habitant. Ce qui est brun ici, c'est la partie internationale. Donc ça, c'est un petit peu lié à une sorte d'anomalie dans le sens où le Luxembourg, par exemple, est un petit pays avec beaucoup de flux transfrontaliers, donc ça conduit à cet équilibre différent entre l'interne et le transfrontalier. Voilà, donc ça pose un petit peu un cadre pour essayer de se demander comment on arrive à ce niveau de qualité, on va dire, malgré la complexité technique et institutionnelle. Alors, pour essayer de voir ça, un petit zoom sur le système intégré des transports publics suisses. J'aime bien commencer par cette image pour un petit peu fixer les idées. Ces images, c'est une campagne de publicité qui a été lancée il y a quelques années maintenant dans la région de Zurich par la structure de définition de l'offre de transport public du canton de Zurich et alentour, euh, et qui voulait miser sur le fait que l'offre est intégrée avec ce slogan qui était en allemand, Ich bin auch ein Zug, ein Bus, ein Tram, ein Schiff, je suis aussi un bateau, un bus, un tram ou un train, et cette campagne qui montrait, comme vous le voyez, le fait que c'est un réseau intégré en mélangeant le véhicule et l'infrastructure. Et je crois que c'est vraiment comme ça que l'offre de transport public est perçue par les utilisateurs. Et si vous venez une fois en Suisse, eh bien, il faut vous dire que vous entrez dans un système qui est unique. À partir du moment où vous passez la frontière, vous entrez dans un réseau qui est totalement intégré en termes de dessert, de structure du réseau. Vous avez ici des cartes qui indiquent que vous êtes dans un réseau unique. Vous n'avez pas besoin, quand vous changez de région, quand vous changez d'opérateur, d'aller voir un autre document pour avoir le réseau. Tous les éléments sont intégrés, si on veut, quel que soit l'opérateur. Je vais vous montrer quelques exemples. Un seul horaire, toute l'offre horaire, tout le plan de transport est conçu de manière intégrée avec des correspondances et pas de rupture en principe. Et puis le tarif est aussi intégré, et ça c'est un élément fondamental. Il y a plusieurs types de supports, hein, il y a plusieurs types de billettiques, comme disent les Français, mais la tarification est intégrée et unique
quel que soit le support, et ça, c'est quelque chose de fondamental. L'information est aussi intégrée, je vous montrerai des exemples, ce qui fait que dans l'utilisation du réseau, ben, c'est vraiment comme si tout ça n'était qu'un seul réseau. Voilà ce réseau ici, une des cartes assez habituelles. Vous voyez à l'échelle du pays l'ensemble des lignes, quel que soit l'opérateur. Ici, c'est le mode qui distingue la couleur, avec le réseau ferroviaire en rouge, les lignes de bus, les lignes routières en jaune, les réseaux de tram ici qui apparaissent avec un petit symbole dans les villes. Et les bateaux sont aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de lacs, intégrés dans ce système, hein. Vous avez des endroits où vous pouvez traverser, par exemple à Zurich, le lac, donc arriver en bus ou en train, traverser le lac en bateau et continuer en bus ou en train, avec une offre continue, une information intégrée, un tarif intégré avec le même type de transport. Il y a également l'essentiel des transports à câble en montagne, donc des téléphériques, télécabines, etc., à part lorsqu'ils sont principalement touristiques, ils sont intégrés dans ce système. Tout ce qui est lié, on va dire, au quotidien est intégré. Donc ça, je vous disais, 130 entreprises, hein, des dizaines d'entreprises ferroviaires. C'est peut-être ça qui est aussi marquant si on compare à la Belgique, hein, c'est que en Belgique, en fait, on a essentiellement 4 entreprises, hein, de Line, Tech, Stib et SNCB. Et finalement, en Suisse, avec beaucoup plus d'opérateurs, beaucoup plus d'acteurs, on arrive paradoxalement à quelque chose qui est plus intégré qu'en Belgique. Voilà un exemple ici d'un des commanditaires, le canton de Vaud, qui est assez illustratif, je trouve, de cette intégration, une manière de présenter le réseau intégré de transport public ferroviaire et routier, et d'ailleurs avec les transports lacustres, hein, comme vous voyez sur le lac Léman ici, où là les couleurs correspondent aux opérateurs. Et vous voyez bien cette idée de variété. Donc le canton a essayé de créer des zones avec des opérateurs qui sont souvent ferroviaires et routiers, hein, et qui ont ces synergies même à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on retrouve sur cette carte tout ce qui est train grande ligne, CFF, tout ce qui est trafic régional, CFF, chemin de fer fédéraux suisses et autres opérateurs, et puis toutes les lignes routières qui desservent l'ensemble du territoire, et qui montrent finalement voilà, le fait qu'on a une couverture, et du coup qu'on est compétitif par rapport à la voiture pour couvrir l'ensemble de la mobilité. Donc c'est vrai en termes de structure du réseau, structure de la desserte, c'est vrai en termes d'horaire. Si c'est un document qu'on coproduit avec les CFF depuis de nombreuses années, qui est un horaire réticulaire, hein, donc la représentation spatiale de la densité de l'offre, ici où chaque trait représente un train qui circule chaque heure, hein, avec les minutes euh, de départ et d'arrivée dans les nœuds. C'est un document qui est public, hein, avec lequel que vous pouvez utiliser et, et que vous pouvez télécharger et utiliser pour voyager en Suisse. Donc ça, c'est intéressant. Ça donne aussi une idée de la densité de l'offre. Évidemment, plus il y a de traits, plus il y a d'offres, plus il y a de trains dans un nœud et de correspondance, plus le nœud est grand. Et ça conduit un peu à une déformation du territoire par rapport à la densité de l'offre. Vous avez peut-être déjà vu ce type de carte avec ce qu'on appelle les isochrones ou déformations par rapport à l'accessibilité, hein. On voit par exemple ce genre de carte en France où on voit le Massif central qui est énorme, et puis tout le reste de la France qui est concentré parce qu'il est proche de Paris, avec le réseau TGV, et le Massif central qui est mal desservi, qui reste très important. Donc ici, on voit cette forme de représentation où ben, plus il y a d'offres, plus c'est grand. Donc on a ici la région zurichoise qui est évidemment la plus grande. Donc il y a enfin, à peu près 1 million de personnes dans l'agglomération zurichoise, alors que le pays fait 8, bientôt 9 millions, hein, donc ça donne une proportion élevée, hein.
qui correspond, pas tout à fait, mais ce qu'on peut avoir en Belgique, ou en France. Et puis, d'autres, agglomérations importantes comme Bâle, Berne ou, Genève-Lausanne. Et puis, quelque chose bien sûr de beaucoup moins dense, dans la région alpine où on a même trouvé la place de mettre la légende, hein. Voilà, donc l'idée c'est de dire ici que, l'offre horaire, le plan de transport est conçu, comme, quelque chose d'intégré puisque, évidemment que dans ce document, vous retrouvez ces dizaines d'opérateurs, dans quelque chose, d'unifié. Hem, voilà, derrière cet horaire, il y a un réseau de nœuds, et ça c'est un des points, majeurs dans la conception, de l'offre de transport, en Suisse. Réseau de nœuds de correspondance, lié à l'horaire cadencé. Donc l'horaire cadencé est un élément clé de conception de l'offre de transport en Suisse. Donc réseau de nœuds de correspondance, c'est quelque chose qui existe depuis Rail 2000, où on a, structuré, l'horaire cadencé autour de nœuds de correspondance. C'est quelque chose qu'on trouve en partie en Belgique, mais de manière beaucoup moins marquée, puisque évidemment l'offre est radiale, mais c'est quelque chose qu'on pourrait développer aussi en Belgique, hein, avec par exemple la dorsale wallonne, avec, les endroits où on a, un croisement entre les radiales et les relations tangentielles. Donc en Suisse, avec ce réseau polycentrique, il y a cette structure de nœud, qui est représentée ici avec, ces horloges, hein, donc, en jaune quand, on a un trait, aux minutes 0 et 30, ça signifie que les trains en fait se rencontrent, aux minutes 0 et 30, et lorsque on a, des traits aux minutes 15 et 45 horizontales, les nœuds, orange, et bien c'est des nœuds de correspondance aux minutes 15 et 45, et c'est ça qui structure, ça fait comme une pulsation et conduit au fait qu'on puisse maximiser le nombre de correspondances. C'est-à-dire qu'on va avoir, tous les trains qui se rencontrent et c'est évidemment l'occasion, que tous les bus viennent au même moment et qu'ainsi, toutes les opportunités, de transport soient offertes, avec un minimum de moyens et un minimum d'infrastructures, et un maximum, de possibilités pour le client. Comment ça fonctionne plus précisément? Vous voyez ici, le fonctionnement, c'est-à-dire que, on va avoir, toutes les heures, alors c'est un fonctionnement qui est un petit peu idéalisé ici, mais c'est pour expliquer l'idée. Aux minutes 0 ici, on va avoir tous les trains, qui se situent dans la gare, heu et se donnent des correspondances. À partir de la minute 0, minute 5 ici dans cet exemple, tous les trains quittent les gares en même temps. Entre, S5 et -5, les trains parcourent, la distance, entre les nœuds, se retrouvent à l'approche des nœuds à -5 et du coup se retrouvent, à l'heure suivante, tous ensemble dans les correspondances, dans les nœuds de correspondance. Alors évidemment, vous allez me dire, on n'a pas construit les villes, depuis, l'apparition de l'homme, à une distance d'1 heure, les unes des autres. Donc, ça conduit en fait à l'importance, et c'est un des paramètres qu'on verra, de la planification en amont, de l'offre et de l'infrastructure pour permettre, justement, cette, optimisation du système ferroviaire entre, l'infrastructure et l'offre, heu, via, l'horaire et la cohérence de l'horaire, cadencé. Ici quelques exemples, plus concrets. C'est dommage, j'ai une animation. Est-ce que si je fais ça, vous voyez? Oui, vous allez voir. Très bien. Voilà un petit peu, ici un exemple concret où autour de la minute 30, on va voir comment ce rendez-vous s'organise. Donc par exemple, à la minute 24, on a, sur dans cette gare, 2 petites lignes radiales, de rabattement, hein, on dirait, qui viennent, avant, la minute 30, et puis, à la minute 30, on va avoir autour de la minute 30 les 2 lignes principales ici,
les 2 relations, principales, hein. On s'imagine par exemple que ça puisse être des grandes lignes qui se croisent autour de la minute 30. Bah, dans ce modèle-là, en fait, elles bénéficieraient, en se croisant à la minute 30, des correspondances depuis les 2 antennes ici, vers X et Y en bleu et en vert, heu pour offrir toutes les possibilités et grâce à la symétrie, hein, de l'horaire cadencé qu'on pratique aussi en Belgique qui se trouve, à la minute 0, 0 ou 30 quand on est dans des, cadences horaires, et bien, la même chose se produit exactement dans l'autre sens, à partir de 31, ben, les trains qui sont arrivés à jusqu'à 29 quittent, le nœud, sur la relation principale vers A et C et puis ensuite, de la même manière, les antennes, peuvent quitter, les relations en antenne peuvent quitter, la gare. Vous voyez que dans ce modèle-là, ben, on a finalement avec que 4 voies en gare et puis un nombre minimal de matériel roulant, pu offrir, toutes les possibilités, hein. C'est un petit peu la situation idéale. Ici un exemple plus réel, puisque c'était un petit peu théorique jusqu'à présent, d'un nœud qui est assez connu, dans la banlieue zurichoise et qui fonctionne comme ça, toutes les demi-heures, depuis 30 ans. C'est le nœud de Wetzikon ici et ce qu'on voit aussi dans cette carte, donc vous avez le réseau RER de Zurich, ça se trouve donc ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, ben, ces différentes lignes de RER, donc les lignes S, hein, les S-Bahn qui se rencontrent à Wetzikon, et les lignes de bus qui sont indiquées ici, avec ces petits traits, ces numéros 850, 851 qui profitent du nœud de correspondance, ferroviaire. Le fait que les trains se rencontrent et l'opportunité pour les bus, de venir au même moment et offrir un maximum de possibilités d'échange, hein. Il y a une ligne rapide, une ligne lente et puis une ligne un petit peu en antenne et puis ici on voit dans cette représentation de l'horaire réticulaire, hein, donc où, ici chaque trait représente un train qui circule chaque heure et les minutes qui sont proches du nœud représentent les minutes d'arrivée et les minutes loin du nœud, les minutes de départ, hein. Donc cette ligne-là, par exemple, signifie qu'elle arrive à 41 et 11, la ligne S3, qu'elle repart à 19 et 49. Donc ça veut dire que le train qui arrive à 11 repart à 19, le train qui arrive à 41 repart à 49. Vous voyez ici ces 3 lignes qui, toutes les demi-heures, se rencontrent, et on voit un petit peu cette animation, de ce fonctionnement. Donc à la minute 11, on a ces 2 premières lignes qui arrivent. Et puis à la minute 13, 2 autres lignes qui arrivent en parallèle, et ensuite, la, 5e ligne qui arrive et donc vous voyez ce fonctionnement, qui se produit, toutes les demi-heures, depuis 1991, où on a vraiment pu mettre en place cette optimisation entre l'infrastructure et l'exploitation. C'est intéressant parce que c'est une étoile qui est largement à voie unique et donc le fait que les trains se situent en même temps dans le nœud aux minutes 15 et 45, bah, c'est aussi le moyen d'éviter qu'ils aient besoin de se croiser en ligne et donc c'est le moyen de pouvoir fonctionner avec une offre très dense, malgré une infrastructure limitée, avec des voies uniques dans cette étoile. Voilà et comme je vous disais, c'est l'occasion, de rabattre, de très nombreuses lignes, de bus, au moment où, les trains se rencontrent à Wetzikon, hein. Vous avez ici une schématisation avec les lignes de S-Bahn en noir et puis les lignes de bus en bleu qui viennent ici à la gare Bahnhof, pour, donner ces correspondances. C'est intéressant, de voir, sur place puisque, ben, la gare est vide, en dehors des pointes et tous les bus et tous les trains viennent, toutes les 30 minutes, et remplissent tous les quais, des bus et tous les quais, ferroviaires, en même temps. Voilà un petit peu pour cet exemple. Ce qui est intéressant aussi à noter, ben, c'est qu'avec l'horaire cadencé, on a cette continuité de l'offre, et ben, bien entendu, c'est pas parce que l'offre est continue que la demande est continue, la demande est variable, puisqu'il y a des pointes évidemment et donc le moyen qu'on applique, en Suisse, c'est de varier, la capacité du matériel roulant, la capacité d'emport à la demande, hein. On adapte l'offre en place assise, Sitzplatzangebot, comme vous voyez ici dans ce document des CFF. Donc on va en fait typiquement, enlever des automotrices, réduire le nombre d'automotrices en passant de 3 automotrices en pointe à 2 ou à 1, aux heures creuses, et c'est ça qui permet de garantir la continuité du service, la lisibilité du service,
en adaptant, les moyens de production et en permettant, de faire la maintenance typiquement du matériel roulant, pendant les heures creuses. Il y a aussi quelques trains de pointe, mais par rapport à la Belgique où on a beaucoup de trains de pointe, notamment de manière radiale sur Bruxelles, en Suisse, on va avoir moins de trains de pointe et on essaye de plutôt jouer avec la capacité du matériel roulant, pour pouvoir, éviter, d'avoir, ces trains qui sont finalement peu utilisés, hein, ces trains de pointe, puisqu'ils sont utilisés qu'en pointe. Peu ça fait une utilisation qui est pas optimale des ressources, et puis ça crée aussi, en termes d'exploitation, des difficultés avec beaucoup de ce qu'on appelle des mouvements techniques, qui compliquent, l'exploitation. Hem, des points importants pour décrire aussi cette offre de mobilité qui est complète, c'est qu'il n'y a pas que le transport public, hein. Si on veut être une alternative, à la voiture, il faut couvrir l'ensemble des besoins. 3 éléments ici, c'est que, ben, il y a une offre qui est très étendue sur toute la journée, qui débute tôt et qui se finit tard. Donc tard, c'est au moins jusqu'à minuit, hein. En principe, il y a un service jusqu'à minuit avec une offre réduite le soir. Et puis il y a une offre nocturne, pour les jeunes, pour les sortir, avec des bus de nuit, des trains de nuit qui sont intégrés au système et qui sont, dans le même réseau si on veut et qui font que, bah, on couvre l'ensemble de la palette et ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'analyses, d'enquêtes d'un point de vue sociologie des transports montrent que souvent les gens, restent à la voiture parce que dans les boucles sur la journée, finalement, si, il manque, un élément de la boucle sur toute la journée, ben, les gens prennent la voiture, toute la journée, hein. S'ils peuvent pas rentrer, du cours de yoga ou du cinéma, le soir, comme on le voit par exemple en France où le dans des même dans des grandes villes, le service s'arrête très tôt, en soirée, bah, finalement les gens, prennent la voiture toute la journée. Complémentarité avec le vélo, ça c'est quelque chose de très important, donc on va avoir des places de stationnement dans les gares, protégées ou non, des abonnements, il y a différents modèles, qui existent avec, des emplacements pour les vélos dans les trains. L'idée c'est qu'en principe on peut prendre son vélo dans tous les trains en Suisse, sauf exception et puis, il y a aussi des possibilités de location de vélos à la gare, plutôt dans une optique touristique évidemment. Il y a une grande complémentarité à la voiture. Il y a en Suisse un système d'autopartage qui est national, qui s'appelle Mobility. Donc là, l'idée, c'est que vous payez en fait de manière, c'est comme si vous partagiez une voiture avec d'autres familles, hein, vous payez qu'une part des frais fixes et vous payez, une plus grande part en frais variables. Et ça, c'est vraiment le complément au transport public. Ça permet à des gens, comme moi, par exemple, hein, moi j'ai pas de voiture, de pouvoir vivre sans voiture et lorsque, à titre exceptionnel, j'ai besoin de faire un déplacement pour lequel il y a pas de transport public, eh ben, j'utilise ces voitures partagées, et là, il y a, des abonnements combinés, des réductions. Il y a une collaboration avec, ces véhicules qui sont dans les gares. Vous voyez sur cette image où vous avez, un véhicule Mobility qui est à la gare. Donc ça, c'est une chose que vous trouvez quasiment dans toutes les gares, d'une certaine taille en Suisse. Vous descendez du train, non seulement il y a des transports publics en correspondance, routiers, mais, vous avez possibilité de continuer en voiture, avec le même support, le support qui a le qui contient l'abonnement de transport public permet aussi d'ouvrir la voiture, vous passez la voiture devant le pare-brise et la voiture s'ouvre et vous pouvez continuer avec votre même outil, voilà. Et puis il y a bien sûr des parkings relais, parkings d'échange, dans les gares pour permettre aux gens de venir en voiture, mais ce qu'on privilégie, c'est plutôt évidemment le rabattement en transport public, pour éviter un maximum le trafic routier. Toute la partie tarification, 10h44, oui. Tarification, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez en Suisse, un système unique pour tout le tarif, qu'on appelle le service direct, c'est un nom un peu bizarre, mais enfin voilà, qui fait que, bah, quel que soit l'opérateur, quelle que soit l'entreprise, vous pouvez acheter un billet, pour tout déplacement dans le réseau suisse auprès de n'importe qui. Donc malgré ces dizaines et ces dizaines d'entreprises différentes, chacune vend, l en principe, hein, il y a des exceptions avec des transporteurs locaux,
ponctuels dans les Alpes notamment, mais en principe, tous les opérateurs principaux vendent les billets pour leur réseau et pour tous les autres opérateurs du réseau suisse. Et donc, il n'y a jamais besoin de changer de titre en changeant d'opérateur. Ça, c'est pour les billets uniques à l'unité. Et puis, il y a un certain nombre d'abonnements. Donc, il y a des abonnements nationaux. Les principaux, c'est l'abonnement général. L'abonnement général, c'est un abonnement qui couvre l'ensemble du réseau de transport public suisse. Donc, vous avez quelque chose de similaire en Belgique avec le Brupass. Donc, il faut s'imaginer que c'est ça à l'échelle du pays entier. Et ça, c'est quand même possédé par, voyez, 0,4 million de personnes. Donc, ça représente 5% de la population. Et quelque chose qui est plus important, c'est l'abonnement demi-tarif qui, lui, donne un demi-tarif sur l'ensemble du réseau. Donc ça, c'est ce qui rend aussi le transport public accessible. Si vous venez une fois en Suisse, vous allez certainement trouver que les billets sont très chers. Oui, ils sont chers à plein tarif. Il faut savoir que l'essentiel des utilisateurs a un demi-tarif et euh, c'est beaucoup plus accessible. Donc ça coûte environ 100, 150 francs, euros, c'est à peu près pareil pour une année. Ça vous donne demi-prix sur l'ensemble des transports publics suisses. Et donc ça, c'est possédé, vous voyez, par 34% de la population. Donc au total, on voit qu'on a une pénétration de gens qui sont abonnés au transport public qui est extrêmement élevée. S'y ajoute ce qu'on appelle les communautés tarifaires, donc c'est des choses qu'on trouve aussi par exemple en Allemagne, les Tarifverbund. Donc ça, c'est un découpage du territoire en zones. C'est ce qu'on voit ici autour de Lausanne avec différentes zones. Et en fait, vous pouvez acheter le nombre de zones qui vous convient. Euh, et utiliser tous les transports publics qui sont dans les zones couvertes. Donc ça ressemble aussi au principe du Brupass, hein, mais évidemment, c'est alvéolaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas que des zones concentriques, comme à Paris aussi, où on a un système de cercles hein, concentriques. Là, vous choisissez vraiment les zones qui vous arrangent en fonction de vos besoins. L'information également intégrée, ça c'est un paramètre qui est très important, surtout aujourd'hui avec les moyens de communication modernes. Donc vous avez typiquement sur Internet ou sur différentes applications, je vous ai mis ici un exemple d'un déplacement entre Savigny, Cléomoine et Tolochnal à Planta, où on utilise ici 4 modes de transport. D'abord un bus, ensuite le métro, ensuite un RER et puis ensuite un bus qui sont exploités par 4 opérateurs différents et qui sont en fait totalement intégrés non seulement en termes tarifaires, mais aussi en termes d'information, c'est-à-dire que sur les applis des CFF ou d'autres, vous allez avoir l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est une capture d'écran du site internet des CFF. L'ensemble de la chaîne. Et ça, c'est vrai pour l'horaire programmé, mais aussi pour l'information en temps réel, c'est-à-dire que vous allez avoir les retards des différents opérateurs sur une seule appli. Vous êtes mis au courant des changements. Vous voyez ici, plus 3 minutes. Donc, dans la plupart des cas, l'application des CFF intègre maintenant également les données en temps réel des autres opérateurs. Et puis c'est vrai aussi dans les véhicules, j'ai mis ici une photo dans le train RE, là, bon, c'est pas exactement celui de l'exemple, mais à l'arrivée à Morges, et vous voyez ici à l'arrivée à Morges les correspondances, non seulement avec les autres trains des CFF, mais également les autres trains de l'autre entreprise, l'autre chemin de fer qui dessert Morges, et tous les bus urbains et interurbains à Morges. Vous avez les indications des quais, vous avez les indications des départs, et ça, c'est vrai dans le bus pour le train, dans le train pour le bus. Donc, ça donne vraiment une continuité et une confiance aussi dans l'utilisation des transports publics qu'on a souvent aujourd'hui dans un réseau urbain, on a ce type de service, mais là, c'est vrai dans l'ensemble du réseau suisse, quel que soit l'opérateur. Il y a aussi des choses plus innovantes dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, d'abord, le Swisspass, qui est ce support dont je vous parlais, qui permet également d'ouvrir les voitures.
Vous pouvez acheter des billets QR code sur les mobiles avec les différentes applications, quel que soit l'opérateur, hein, comme je vous disais, selon ce principe du service direct intégré. Et puis il y a aussi ce système Easy Ride ou Fertic, hein, qu'on trouve parfois dans certains réseaux, qui est là, qui est utilisable à l'échelle du pays entier. Donc, c'est-à-dire que le principe, c'est que vous dites start, je rentre dans le système et stop, je sors du système et ça vous calcule le meilleur prix. Alors évidemment, il ne faut pas oublier de cliquer sur stop en sortant. Il vous signale si vous oubliez de le faire, mais par exemple, si vous suivez le bus en voiture, il va croire que vous êtes dans le bus et il vous facture, hein. Mais bon, voilà, donc ça donne une grande liberté dans l'utilisation. C'est aussi le principe du post-paiement, hein. Vous n'avez pas besoin de prendre un billet avant, ça donne une grande liberté, hein. Voilà, quelques facteurs de succès, comment on a pu arriver à ça. J'en ai répertorié un certain nombre, il y en aurait peut-être d'autres. D'abord, pour moi, un paramètre fondamental, c'est l'idée de planifier à l'amont euh, le système, ne serait-ce que parce que la durée de réalisation des infrastructures est extrêmement longue et la commande du matériel roulant aussi. Ça signifie que si on veut faire des évolutions, ben, il faut commencer en amont. Ben, voilà, si on est en 2020 et puis qu'on souhaite un certain phasage, ben, il faut d'abord penser à la cible, à l'objectif stratégique, et ensuite réfléchir aux étapes intermédiaires. Alors, c'est des choses qui se pratiquent aussi, qui sont lancées en Belgique en ce moment, hein, on y travaille. Mais en Suisse, c'est complètement institutionnalisé, hein. Vous avez une loi qui le prévoit, c'est le système PRODES. Vous pouvez vous renseigner sur le site de l'Office fédéral des transports. C'est le programme de développement stratégique de l'infrastructure. Il y a des étapes tous les 5 ans. Ici, c'est un peu ce qui est illustré là. Et on définit une cible et puis les étapes pour y parvenir en définissant l'offre, l'infrastructure et les moyens de production nécessaires pour arriver à produire cette offre. Vous voyez ici cette démarche, ça c'est un schéma qui vient de l'Office fédéral des transports qui explique comment se passe une de ces étapes PRODES. C'est STEP en allemand, c'est l'idée de faire ces pas réguliers. Donc une démarche itérative d'optimisation entre l'offre, l'infrastructure et le matériel roulant. L'idée, en fait, c'est que les différents acteurs déposent des souhaits d'offres pour constituer des modules. Ces modules sont évalués ensuite avec leurs coûts et bénéfices et ils sont classés et on construit ensuite un concept offre global à l'échelle nationale cohérent entre les modules retenus et ça fait l'objet d'une discussion, d'une décision au Parlement. Ça, c'est ce processus qui se fait à intervalles réguliers en Suisse et qui est certainement le garant de la qualité à laquelle on est arrivé. Vous trouvez du coup ces éléments sur Internet qui sont publiés. Les étapes de PRODES sont ensuite déclinées chaque année en deux outils qui s'appellent les stratégies d'utilisation du réseau, STUR, et les plans d'utilisation du réseau, les PLUR, qui fixent les sillons et qui garantissent aussi le fait que ce qui va être fait en réalité suive ce qui a été planifié. Ça garantit notamment l'équilibre entre le trafic marchandises et le trafic voyageurs. Ça, c'est une chose dont j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais tout ce processus intègre le trafic marchandises. Vous voyez ici dans l'horaire réticulaire de la région de Lausanne les sillons bleus ici qui sont le trafic marchandises et il y a une volonté forte de l'Office fédéral des transports de garantir les capacités et la qualité des sillons marchandises aussi, puisque je ne l'ai pas dit, mais les parts modales du trafic voyageur, du trafic marchandises en Suisse sont également très élevées, hein. On est dans le trafic à travers les Alpes, pour donner un chiffre, à 15% entre la France et l'Italie, à 35% à travers l'Autriche et à 70% de part modale du ferroviaire dans le trafic de transit à travers les Alpes. Donc, la Suisse force le trafic routier à prendre le train et garantit du coup les capacités grâce à une taxe poids lourd qui finance des investissements, notamment donc les tunnels, hein, le tunnel du Gotthard et du Lötschberg. Donc, il y a vraiment un souci de garantir une qualité et une quantité pour l'offre ferroviaire, marchandises.
Un exemple ici, concret de ce que ça veut dire ces étapes de planification, avec, il faut que j'avance. Ici, quelques étapes réelles, qui se sont produites, où vous voyez ici des étapes de mise en place de l'horaire cadencé, ces dernières années, où à l'époque, vous aviez ici, des temps de parcours différents entre Zurich et Lausanne et on a fait des investissements dans l'infrastructure et le matériel roulant pour mettre ça en cohérence avec d'abord une mise en place de matériel pendulaire pour gagner du temps. Ça a permis en fait d'avoir les 2 axes qui avaient les mêmes durées et d'avoir, recréé un nœud de correspondance à Lausanne, alors qu'avant, les trains se manquaient s'ils se voyaient à Zurich, ils ne se voyaient pas à Lausanne. Ensuite, on a mis en place une nouvelle infrastructure, hein, avec des vitesses de 200 km/h entre Zurich, et Berne-Bienne, qui a permis de rapprocher, de gagner du temps sur les 2 axes. Et puis, l'idée, c'est d'aller à terme, qui est encore en discussion et fait l'objet de nombreux débats en Suisse, de gagner encore une fois un quart d'heure pour changer de type de nœud. Donc vous voyez ici un petit peu cette manière de planifier, le développement de l'offre qui se fait toujours dans une approche réseau, dans une approche système pour garantir, la cohérence, hein. Un élément clé aussi, c'est le financement. Donc on a voté, sur, ce qu'on appelle le FIF, le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, qui est quelque chose qui est pérenne, qui est installé, qui est défini dans la loi. Donc, ça donne une grande stabilité, si vous voulez, dans la durée. On évite d'avoir, comme on a en France, par exemple, ces lois de finances qui, chaque année, remettent tout en jeu. Donc, on ne sait pas si on aura les financements. En Suisse, les financements sont, comme on dit, fléchés, ils sont réservés. Et donc, on connaît à la fois les apports de financement et les prélèvements, à quoi va être utilisé cet argent. Donc le FIF permet à la fois la, la maintenance de l'infrastructure, l'exploitation, donc les coûts d'exploitation de l'infrastructure, tout ce qui est aménagement, donc c'est le développement, tout ce qui est gestion de la dette, etc. Et donc ça garantit, si vous voulez, le financement de l'infrastructure. Le financement de l'offre, ça c'est plus variable, ça se fait en fonction du budget. Là, il y a aussi des débats sur les réductions du volume, mais il y a quand même une grande continuité. Et puis, on a un fonds identique pour les agglomérations. Je vous disais, c'était la petite croix de la Confédération qui finance aussi la partie infrastructure urbaine et routière. Je pense qu'un point fondamental, c'est qu'il y a un arbitre, un régisseur dans tout ça, qui est l'Office fédéral des transports, qui garantit la cohérence du système. Donc c'est un peu un paradoxe parce qu'on est dans un système fédéral, mais peut-être que plus qu'en France, par exemple, qui est un pays très centralisé, on a un régisseur qui veille à la cohérence du tout. Il a un rôle, hein, politique pour vérifier que les décisions politiques soient mises en œuvre. Il veille justement au financement avec ce FIF-là et les différentes étapes. Il veille au développement de l'infrastructure, à sa maintenance et il veille aussi à la sécurité, notamment, dans le ferroviaire et ça permet un petit peu parfois de siffler la fin de la récréation, quand il y a des conflits entre opérateurs, entre cantons, l'OFT, peut, maintenir, la cohérence. Je pense qu'un élément clé aussi, c'est les entreprises, la collaboration entre les entreprises. Je vous ai dit ça plusieurs fois, vu qu'il y a de nombreuses entreprises, c'est quelque part assez naturel en Suisse qu'elles elles trouvent des solutions techniques. On a vu que ça allait très loin dans l'information, dans la tarification. C'est pas imposé par l'OFT, c'est une initiative euh, des, des entreprises qui collaborent malgré, et j'en ai peu parlé, une concurrence qui reste possible, hein, en Suisse. Alors c'est une mise en concurrence qui est latente, donc vu qu'on n'est pas dans l'Union européenne, il n'y a pas cette obligation de mise en concurrence, mais il y a une mise en concurrence latente, c'est-à-dire qu'il y a comme une menace, un petit peu le bâton et la carotte. Si vous êtes pas sage, vous mettrez en concurrence, et ça conduit à ce que on trouve un juste équilibre entre ces entreprises qui collaborent, tout en sachant que si elles collaborent pas bien, elles seront mises en concurrence. Donc, elles collaborent sur la tarification, sur la distribution, l'information et sur l'aide à l'exploitation. Il y a deux structures qui sont l'Union des transports publics, l'UTP, et puis l'Alliance Suisse Pass, qui est toute cette gestion des aspects tarifaires et billettiques. Quelques éléments sur les limites, limites du système.
Un des paramètres, c'est le fait que ces stures et plures, donc ces catalogues de sillons dont je vous ai parlé, c'est là où on met en œuvre ce qui a été décidé. C'est une caractéristique forte, c'est que ces catalogues de sillons, ils s'imposent, c'est-à-dire que si vous êtes un client, un utilisateur du réseau ferroviaire, vous devez commander dans ce catalogue de sillons. Donc ça introduit une certaine rigidité qui est aussi en fait la garantie de la cohérence temporelle. Ça signifie typiquement que pour des services librement organisés, hein, qui sont aujourd'hui l'open access, hein, eh bien, il faut rentrer dans ce catalogue de sillons et il faut aussi, si on veut développer quelque chose, l'anticiper et l'inscrire dans le catalogue de sillons. C'est quelque chose qui est discuté aujourd'hui au niveau européen avec ce qu'on appelle le TTR, le Timetable Redesign, où cette question de la force de contrainte, quel niveau de contrainte on peut accorder au catalogue de sillons, est assez déterminante. Et du point de vue suisse, c'est quelque chose d'important que on puisse, si on veut, imposer un catalogue de sillons, que disons que le catalogue de sillons soit prioritaire pour éviter que ça parte dans tous les sens et qu'on perde la cohérence. Ça conduit à un certain manque de flexibilité, c'est-à-dire que si vous voulez tout modifier pour l'année prochaine, eh ben, c'est délicat. En fait, il faut anticiper les grandes évolutions. Plus l'évolution est grande, plus elle doit être anticipée. Voilà. Donc certains vont le voir comme une rigidité. Voilà, j'ai essayé ici une synthèse en une page de tout ce que je vous ai dit, puis après je me tairai, je répondrai à vos questions avec plaisir. On a vu qu'en Suisse, on est dans un pays dense avec une structure polycentrique, avec une part modale qui est élevée, qui est plutôt plus élevée qu'ailleurs, en particulier en ferroviaire. On a vu que le système de transport public était un réseau intégré, un horaire intégré, un tarif intégré avec des nœuds de correspondance qui permettent la chaîne des transports, une tarification intégrée, puis une information, une billettique intégrée. On a vu les facteurs de succès, une planification amont, stratégique optimisée entre l'offre et l'infrastructure, un financement pérenne, un coordinateur fort et des entreprises qui collaborent. Et puis les limites, peut-être un certain manque de flexibilité par rapport à cette notion de catalogue de sillons. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention, puis je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup pour nous avoir introduit à la complexité du système suisse et d'avoir été très clair sur les différents éléments qui ont permis d'organiser cette complexité. Effectivement, maintenant, c'est le temps des questions et réponses. Il y a à la fois des membres, il y a des membres des deux conseils, des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des membres extérieurs. Et je vois déjà qu'il y a une main qui se lève. Olivier, tu as la parole. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Merci pour cette explication très intéressante. Je reviendrai plusieurs fois parce que j'ai vraiment une série de questions, mais donc je vais en poser une ou deux. La première question que je me posais, à partir du moment où il y a différents gestionnaires d'infrastructures dans les différents endroits en Suisse, des différents opérateurs, et que les tarifs sont intégrés, comment, à partir du moment où on a payé un ticket, vous avez parlé d'abonnements annuels globaux, de demi-tarifs, comment est-ce que c'est redistribué? C'est un algorithme qui le fait? Comment ça se passe? Parce que ça doit être un endroit de tension, je suppose, à ce niveau-là. Ça, c'était une des premières questions. Et puis la deuxième, vous n'avez pas parlé, c'est par rapport au régulateur. Vous avez parlé de différents organes. Le régulateur, quel rôle joue-t-il en Suisse pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, ou est-ce qu'il a simplement un rôle de contrôle? Voilà, c'est deux premières questions, mais j'en ai beaucoup d'autres. Oui. Commençons par ces deux-là. Merci. Merci. Sur la répartition des recettes, bien sûr que c'est un enjeu, hein, donc bien sûr qu'il y a des discussions âpres sur ce sujet. Les opérateurs, en fait, se sont mis d'accord dans le cadre de l'Alliance Suisse Pass sur des principes de répartition des règles et aussi sur les principes donc qui sont basés évidemment sur les trafics, hein. Plus il y a de trafic, plus il y a de recettes, et ils se sont mis d'accord sur la manière de mesurer les trafics. Donc il y a des règles pour compter les voyageurs et il y a des règles pour affecter les francs suisses au nombre de voyageurs pour les différents titres de transport. Pour les billets
à l'unité, si on veut, qui sont kilométriques, c'est assez évident. Évidemment, pour les abonnements, l'essentiel, c'est de savoir combien il y a de voyageurs, et puisqu'il y a un côté un peu forfaitaire, combien on répartit. C'est le cas au niveau national pour ces tarifs nationaux comme l'abonnement général, l'abonnement demi-tarif. Et c'est aussi le cas dans les communautés tarifaires qui sont souvent chapeautées par le canton et dans lesquelles il y a des règles. Donc, bien sûr qu'il y a des conflits, mais voilà, il y a des solutions qui sont trouvées. J'ai encore jamais vu d'entreprise qui sort fâchée d'une communauté tarifaire ou d'une alliance nationale. Sur la question des régulateurs, alors par rapport à d'autres pays, je pense qu'il y a une partie de ce rôle qui est pris en charge par l'OFT, mais il y a une commission indépendante de recours en cas de conflit, qui a un côté juridique. C'est une commission, je ne sais plus exactement son nom, commission d'arbitrage en cas de conflit. Typiquement, lorsque une entreprise estime qu'elle n'a pas été traitée correctement dans le processus d'attribution des capacités, elle a différents moyens de recours, le dernier étant cette commission indépendante qui est rattachée directement à la, à la, au département fédéral, donc un niveau en dessus par rapport à l'OFT, à l'Office fédéral. Voilà. Pour revenir sur la première question, pour avoir un complément d'information, les gestionnaires de réseaux d'infrastructures sont quand même rémunérés sur base d'un coût d'un sillon, ou c'est un autre système? Alors, je vous ai répondu pour la partie utilisateurs finaux, donc les voyageurs sur le réseau. Maintenant, si on vient à un niveau en dessus, c'est-à-dire les coûts d'utilisation de l'infrastructure par un opérateur, là, on retrouve ce que je vous disais, la mini-Europe, c'est-à-dire que vous avez une tarification des sillons qui est uniforme et qui est fixée par l'OFT et qui fait que chaque opérateur qui va sur son gestionnaire d'infrastructure ou un autre, d'ailleurs, paye un péage, une redevance d'utilisation de l'infrastructure qui finance le maintien de l'infrastructure. Merci. Merci beaucoup. Je vois que François a demandé la parole. François, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, François Sanard de la CSC, une confédération syndicale belge. Merci pour ce riche exposé. J'aurais aussi une série de questions, mais je vais en poser d'abord deux, trois pour laisser la parole aussi aux autres. Vous avez montré que les chiffres de la part modale du train en Suisse en 2014, et on est en 2023, et je voudrais savoir si vous auriez des chiffres plus récents, parce que on est curieux de voir si la part modale du train a continué à progresser par rapport à celle de la voiture en Suisse. Et un peu une question subsidiaire, est-ce qu'il y a aussi en Suisse, comme en Belgique ou ailleurs, cette culture un petit peu du j'ai une voiture, donc j'ai réussi ma vie, qui est aussi peut-être un frein à l'adoption du train ou à remplacer le train par la voiture. Alors, vous avez bien montré le système totalement intégré en Suisse. Je voulais savoir à partir de quand on a décidé de mettre en place ce système en Suisse. Je ne sais pas si vous l'avez dit, j'ai peut-être loupé, j'ai peut-être été inattentif, mais combien de temps il a fallu pour, à partir du moment où on a décidé politiquement de mettre ce système en œuvre et la réalisation du système, et quels ont été les principaux obstacles à la mise en œuvre du système totalement intégré? Merci beaucoup. Merci, je vais les prendre à reculons. La dernière, en fait, il n'y a pas eu de grand soir. On n'est pas dans une situation où un gouvernement dit dans mon programme, je vais créer un réseau intégré. Et puis à partir du 11 décembre, c'est le cas. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui s'est accentué petit à petit et qui a été en fait largement l'initiative des opérateurs, des réseaux qui souhaitaient eux-mêmes être intégrés. Et donc, il y a depuis très longtemps cette collaboration. L'abonnement général existe depuis longtemps. Au début, il couvrait principalement le réseau CFF, et puis ensuite, d'autres se sont associés, puis les réseaux urbains, les réseaux de bus, etc. Et c'est un petit peu une évidence. Je pense que moi, j'ai pas la réponse précise à votre question parce que je pense qu'il y en a pas, et probablement que ça s'est vraiment fait petit à petit. Sur la culture de la voiture,
Alors, je ne vais pas vous dire non, non, en Suisse, ça n'existe pas, ça serait vraiment pas honnête. Bien sûr qu'il y a cette idée-là. Je pense que la crédibilité de l'offre de transport public fait que les gens qui se positionnent dans leurs valeurs, dans leur positionnement politique sur ce terrain, en disant bon, moi j'ai pas de voiture, moi je veux vivre avec une empreinte carbone faible, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est plausible, quoi, quelque chose qui est crédible. Et donc, on trouve en particulier dans les villes, mais c'est des choses qu'on trouve ailleurs, hein, en dehors de la Suisse aussi, beaucoup de gens qui vivent bien sans voiture, y compris des gens qui ont des moyens, qui peuvent dire qu'ils ont réussi leur vie, même sans voiture. Et on trouve une proportion de foyers sans voiture qui est extrêmement élevée dans les villes, en particulier dans les centres-villes. Un paramètre aussi, peut-être, c'est qu'il y a il n'y a pas de, il n'y a pas de marque de voiture en Suisse. Ça, c'est un problème qu'on a en France ou en Allemagne, hein, où il y a aussi une fierté nationale. C'est des choses qu'on n'a pas, mais on n'a pas en Belgique non plus. Je pense une autre différence que je connais, en tout cas par rapport à la Belgique, c'est que en Belgique, c'est assez frappant de voir dans quelle mesure les entreprises fournissent des voitures de fonction. Et souvent, on a en Belgique, voilà, à partir d'un certain niveau de cadre, hein, ça fait presque un peu tâche si on n'a pas de voiture de fonction. En plus, c'est favorable d'un point de vue fiscal, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve très peu en Suisse. Ça, c'est certainement une différence notable. Et je pense que ce serait un point sur lequel il serait utile d'agir en Belgique pour réduire la part de la modale de la voiture. Puis je me souviens maintenant plus de votre première question. Donnez-moi un mot-clé. Mais c'était celle-là, oui. Ou si vous aviez des chiffres plus récents sur la part modale du train. Ah En oui. fait. Alors c'est plutôt en croissance, mais il y a eu une stagnation depuis quelques années, depuis le Covid évidemment, hein. Donc Oui. on a été impacté comme tout le monde, et puis ça fait l'objet de débats aujourd'hui sur comment continuer à augmenter la part modale. Euh, et euh, et c'est pas évident parce que en Suisse comme ailleurs, dans les systèmes démocratiques, de prendre des mesures coercitives, c'est toujours délicat, quoi. Et on sait bien, tous les études scientifiques montrent que pour agir sur la part modale, il faut réduire le stationnement, il faut réduire la performance de la voiture, et puis ça se fait de manière plus difficile aussi. Ça se fait, mais donc il y a aussi une difficulté à augmenter fortement la part modale, quoi. Ça, je vous cache pas. Merci beaucoup. Merci, je vois que Margot a demandé la parole. Margot, tu as la parole. Oui, bonjour, merci pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai plusieurs questions, mais comme plusieurs personnes, donc je vais en poser qu'une à la fois. En Belgique, je vais parler du transport de marchandises. Votre système ne permet pas beaucoup de flexibilité. Par contre, en Belgique, tous nos transporteurs sont justement demandeurs de flexibilité parce qu'il y a un peu le même fonctionnement avec une réservation des sillons fortement à l'avance et où justement ici, ils demandent, oui, mais parfois on ne sait pas ce qu'on va pouvoir transporter et donc on aimerait pouvoir réserver notre sillon, mais pas un an à l'avance, beaucoup plus régulièrement pour pouvoir utiliser ça de manière plus flexible. Est-ce que vous avez le même problème et si oui, comment est-ce que vous avez répondu à ce problème-là? Et oui, merci, c'est vraiment une question très importante. Oui, bien sûr qu'on a le même problème. Ça, c'est le problème éternel du fait que souvent le domaine voyageur veut une sécurisation à long terme de ses sillons, et puis le marchandise veut au contraire une réponse court terme. Il y a des cycles en fait de longueur différentes, hein, et c'est un problème dans tous les réseaux. La solution pour y répondre, c'est simplement de réserver des capacités euh, pour le trafic marchandises et d'avoir une affectation de ces capacités qui soit flexible. Alors, ce qu'il faut faire pour ça, c'est ce qu'on fait en Suisse, puisqu'on a des volumes élevés, hein. Vous avez 5 à 6 sillons par heure et par sens, hein, sur l'axe nord-sud pour le trafic marchandises, hein. Donc, c'est des volumes qui sont très élevés. Il y a une certaine uniformisation des sillons. Ça veut dire qu'en fait, on uniformise les compositions qui sont derrière, hein, le calcul pour calculer donc, les temps de parcours, hein.
Donc il y a un petit peu un nivellement par le bas, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui couvre l'essentiel des compositions, donc locomotive, performance de la locomotive, tonnage, longueur. Et du coup, ça va donner une flexibilité paradoxalement énorme, hein, puisque vu que vous avez un volume élevé de sillons, les opérateurs, ils auront en fait plus de choix, puisqu'ils pourront prendre beaucoup de sillons. Donc on sort, faut passer vraiment du sur-mesure au prêt-à-porter, hein. C'est l'idée d'avoir un catalogue de sillons qui offre un volume. Et du coup, ce qu'on fait dans le processus en amont, c'est qu'on réserve une capacité. C'est là-dessus que l'Office fédéral est ferme. Il dit, je veux absolument qu'il y ait 5 ou 6 sillons par heure. Et il y a une grande flexibilité ensuite à court terme pour dire, ah ben vous, qu'est-ce que vous avez? Vous voulez un sillon à telle heure? Oui, j'ai une place parce que j'ai un grand volume, j'ai une grande offre. C'est vraiment cette idée du prêt-à-porter. Ça, je pense que c'est une idée clé. Par exemple, en France, où ils ont de la peine à entrer dans cette logique d'industrialisation des sillons, ils font beaucoup de sillons sur mesure et du coup, ils n'arrivent pas à répondre aux demandes parce que tout est spécifique. Et puis quand le train fret est en retard, ce qui arrive quand même souvent, il manque son sillon, il est perdu. Tandis que là, c'est aussi une aide d'avoir une grande homogénéisation des sillons. C'est aussi une aide dans la gestion du trafic. C'est pour ça qu'on a une bonne ponctualité aussi du fret dans le trafic des grands axes. Parce que si vous manquez votre sillon, vous pouvez prendre le suivant, quoi. Ok. En tant qu'opérateur, hein. Margot, Merci. peut-être te présenter. Tu es de la Oh, pardon. FEB. Je suis de la FEB. Voilà. Et Fédération maintenant, des entreprises de Belgique. je cède la parole à Christophe Quintard, qui est de la FGTB, un autre syndicat belge. Christophe, tu as la parole. Merci. J'avais deux questions, mais il y a une première qui a été plus ou moins anticipée, c'est par rapport à la problématique des retards. Je voulais savoir si le coucou suisse avait parfois des petits ratés, et quelle était à ce moment-là la faculté d'adaptation des réseaux, parce que comme tout est intégré, ça ne doit pas être évident. Et une autre question qui est là peut-être très spécifique par rapport aux travaux de dialogue social que nous avons sur le sujet de la mobilité des travailleurs et travailleuses, c'est est-ce il y a un système d'intervention des employeurs dans les abonnements des travailleurs qui utilisent les trains? Parce qu'ici en Belgique, donc, on a un système de convention collective avec une intervention obligatoire des employeurs pour ce type d'abonnement en transport en commun. Je voulais savoir si ça existait en Suisse ou pas. Merci. Intervention, vous vouliez dire financement Financière, par une intervention par financière. l'employeur, hein. Oui. Non, en principe, il n'y a pas ça, ou alors c'est exceptionnel. Il y a ça aussi beaucoup en France, mais en Suisse, en principe, pas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, c'est pas, je pense pas que ce soit prévu dans les conventions. L'idée étant plutôt que les cantons maintiennent un tarif abordable dans les communautés tarifaires. C'est plutôt ça l'idée. Et ouais, en général, j'ai pas connaissance de ça, en tout cas pas dans la même mesure qu'en France ou en Belgique. Le coucou suisse, oui, oui, il a forcément des ratés. Alors après, tout est question d'échelle, parce que l'exigence suisse est aussi élevée, hein. Si on en regarde par exemple la définition de ce qu'est un train en retard, en Suisse, un train en retard à partir de 3 minutes, hein, 2 minutes 59 c'est à l'heure, 3 minutes c'est un retard. Et puis pour prendre un exemple symptomatique, hein, vous savez qu'en Italie c'est 15 minutes, hein, donc ça pose des problèmes toujours à la frontière entre la Suisse et l'Italie, parce que les Italiens disent qu'ils remettent les trains à l'heure et selon le critère, c'est un petit peu différent. Alors effectivement, hein, quand tout est réglé comme un coucou suisse ou comme une horloge, lorsqu'il y a une difficulté, il peut y avoir des effets en cascade. Ça arrive. Ce qu'on fait, c'est que il y a des études, hein, qui sont faites en amont dès que le problème est identifié, pour corriger. Et puis surtout, on intègre une dimension robustesse du système dans la planification. On fait des simulations pour vérifier en amont que le système va être robuste et qu'il ne va pas diverger, hein. Quand on a quelque chose qui est très répétitif, le fort risque,
C'est que si le système a besoin de 61 minutes au lieu de 60, ça va mal se passer au bout de 10 heures, ça va diverger. Donc ça, c'est des choses qu'on peut simuler, et puis on introduit des marges pour que le système ne diverge pas, hein. C'est-à-dire qu'on met des marges entre les nœuds, on met des marges dans les correspondances. Alors, les délais de correspondance restent malgré tout très courts, hein. C'est souvent 5 minutes, 4 minutes, donc on n'est pas aux valeurs de 10 ou 15 minutes qu'on peut avoir par exemple en France. Un autre aspect aussi qu'il faut avoir en tête, qui peut paraître étonnant, hein, de prime abord, mais c'est que plus il y a de trains, plus on a de risques sur la fiabilité, la stabilité, la robustesse du système, mais en même temps, plus il y a de trains, plus on peut rompre les correspondances. Parce que le train suivant est proche. Et donc ça, c'est un principe fondamental dans la gestion du trafic en Suisse. On considère que s'il y a un train toutes les demi-heures, s'il y a un train tous les quarts d'heure, plus le train suivant est proche, moins on attend la correspondance. Donc ça peut être choquant, mais l'idée, c'est de dire que plus il y a de correspondances, moins on les tient, en fait, parce que c'est le principe de l'arbre. On coupe la branche malade pour que tout l'arbre ne soit pas contaminé. Et ça, c'est des choses où les CFF sont extrêmement, je pense, et les autres opérateurs aussi, aboutis dans la gestion du trafic en temps réel. Il y a des règles très précises sur les attentes de correspondance et qui sont toujours définies sur le principe de ne pas propager la perturbation. C'est vrai pour les petits retards, hein, qui sont les petits aléas, 1, 2, 3 minutes, hein, qui empoisonnent un peu l'exploitation quotidienne. Mais c'est aussi vrai pour les perturbations plus importantes, donc des pannes, portes bloquées, arbres tombés sur les voies, et cetera, hein, ça arrive comme partout. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, au CFF en particulier, mais chez d'autres aussi, une anticipation des situations perturbées possibles. C'est-à-dire qu'on définit à l'avance, si vous voulez, un plan de transport de secours, et qui permet que lorsqu'il y a un problème, au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire, on dit on choisit, ils ont des fiches, des checklists, on choisit la fiche numéro 28 et dans cette fiche est défini non seulement le plan de transport adapté, mais le rôle de chacun. Typiquement, il peut y avoir, voilà. On décide de fonctionner en voie unique, tel train est coupé à tel endroit, on commande un bus à la place. Donc tout ça est déjà défini et chacun est informé et ça fait que on arrive à finalement gérer de manière tout à fait correcte ce type de perturbation. Mais bon, vous avez raison, c'est clairement un enjeu et il arrive aussi qu'il faille adapter le système. Il y a eu en Suisse romande, en Suisse francophone, un gros débat avec des titres dans la presse parce que les valeurs de ponctualité étaient plus faibles qu'ailleurs. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de mou dans le système et on introduira dans un an un horaire avec des temps de parcours allongés, des correspondances qui sont offertes autrement pour que le système soit robuste. Donc la problématique existe et elle est Et donc, traitée de cette manière. Ouais. pour la robustesse, donc j'imagine que, comme vous l'avez dit tantôt, ça a été construit depuis très longtemps, donc vous n'avez même pas le souvenir quand on a fait ce choix. C'est qu'il y a toujours eu alors une forte politique d'investissement et de renouvellement du matériel, parce qu'ici en Belgique, une des choses qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des problèmes effectivement dans les wagons, enfin, qu'il y a un problème de fiabilité du matériel, parce que pendant quelques années, ça a été une variable d'ajustement budgétaire. Donc, j'imagine qu'en Suisse, ça n'a pas été le cas. Et peut-être encore une question. Vous parliez donc auprès des gares, il y avait toute cette correspondance et ces voitures partagées et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a également, pour les gens qui ont malgré tout une voiture ou un autre moyen de transport personnel, est-ce qu'il y a des grands parkings qui sont à disposition? Et si oui, est-ce qu'ils sont gratuits ou pas? Qui les gère? Parce qu'ici aussi en Belgique, c'est un sujet de discussion. Merci. Merci. Oui, il y a des parkings dans les gares, bien sûr, mais on essaye que ce ne soit pas que dans les gares principales. Donc l'idée, c'est plutôt de répartir les parkings. Ils sont gérés souvent par des opérateurs de parking, comme on en voit. Souvent
par mandat ou contrat de service. C'est souvent les CFF parce que les CFF font une partie immobilier, hein, donc ils agissent aussi comme un investisseur immobilier qui confie l'exploitation de ces parkings. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la France, pour prendre un exemple non, on va dire diplomatique aujourd'hui, souvent l'offre est très peu intégrée, il y a très peu de continuité, très peu de rabattement du transport public dans les gares régionales. Ils font que des parkings et puis tout le monde vient en voiture à la gare. Donc en Suisse, on essaye qu'il y ait une offre de rabattement en transport public pour que les gens puissent partir de la maison en transport public, mais il y a quand même des parcs relais, des P+R dans les gares, simplement. On ne pas qu'il n'y ait que ça, quoi. Et puis, votre autre question sur la ponctualité, dites-moi un Sur mot-clé. la politique d'investissement, Oui. est-ce que ça va être un continuum et pas... Oui, alors là justement encore en Suisse, c'est l'opérateur qui investit pour le matériel roulant. Il fait une offre au canton et à la confédération, hein, les commanditaires, qui inclut le matériel roulant. Donc il doit investir et il inclut un amortissement du matériel roulant. Donc c'est pas ce système comme en France où les autorités organisatrices payent le matériel roulant. Donc il n'y a pas cette dimension politique directe, si vous voulez, les collectivités mettent l'argent pour le matériel roulant, c'est quand même à l'initiative de l'opérateur. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est comparable avec la Belgique. Depuis, je donne mon point de vue, je pense que depuis que le système de commande a été introduit et le principe de concurrence latente, c'est-à-dire que les commanditaires ont la possibilité de mettre en concurrence les opérateurs, il y a quand même eu une mobilisation des opérateurs pour avoir un matériel qui soit en ordre et qui fonctionne. Et on observe quand même une modernisation en fait à l'initiative des opérateurs, une modernisation nette et aussi une qualité dans la maintenance du matériel roulant. Ça peut être par exemple une difficulté pour certains petits chemins de fer qui n'ont pas forcément les moyens et qui peuvent être mis en difficulté parce qu'ils ont du matériel plus ancien. Du coup, ils peuvent perdre des lignes parce que voilà, ils sont pas à la hauteur. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs opérateurs, c'est intéressant, hein. On dit souvent ce discours libéralisation, concurrence, c'est le moyen d'améliorer. Ben, la Suisse, c'est un peu un intermédiaire parce que il y a plusieurs opérateurs potentiels et malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mise en concurrence, juste le risque qu'il y ait une mise en concurrence suffit à ce que les opérateurs soient plus dynamiques. Je pense que c'est un juste milieu, quoi, qui est vraiment intéressant pour peut-être trouver un compromis hein, entre les pros et les anti mise en concurrence. Puis je voulais encore dire une chose. Oui, c'est que les opérateurs, même les petits, souvent, c'est ça le grand paradoxe, c'est qu'ils font des commandes groupées, hein. Donc, vous voyez, pour réduire les coûts et arriver à moderniser leur matériel, même s'ils peuvent être potentiellement mis en concurrence, ils collaborent quand même et ils achètent ensemble du matériel roulant pour baisser les coûts d'achat, hein. C'est assez fou, hein. Ouais. Donc, les petits se regroupent pour baisser les coûts et rester compétitifs contre les grands, par exemple. Voilà. Oui, on peut se poser la question si au sein de l'Union européenne, ça serait possible ce genre d'alliance. Je crains que non, mais effectivement, On n'est pas parti là-dessus, mais enfin voilà, Non, le non, fait mais que la Suisse c'est pour soit pas voir. dans l'Union, voilà, elle a choisi d'autres voies, et puis c'est intéressant de voir ce que ça donne, quoi. Merci bien. Il y a encore 2 demandes de parole, Rudy et puis Olivier. Rudy, je hebt het woord. Tu as la parole. Ja, vielen Dank. Ich bin Vorsitzender des Nationalen Arbeitsrats in Belgien. Vielen Dank für Ihre Erläuterung zum integrierten Schweizer System. J'ai une question par rapport à l'intégration du système dans son rôle historique, en fait. Vous avez dit que le système est né grâce à une approche bottom-up, on peut dire en anglais, bottom-up. Mais en même temps, est-ce que j'ai bien compris que vous avez un système fort de coordination confédérale ou fédérale, une sorte d'autorité de transport qui a quand même certains éléments d'intervention, si nécessaire, pour faciliter quand même cette coordination, parce que ça, c'est un des problèmes chez nous. Nous avons un système chemin de fer au niveau fédéral et ensuite, nous avons 3 opérateurs au niveau régional.
mais il y a quand même pas mal de mobilité entre les régions. Ça dépend de quel endroit on parle, mais quand même. Et donc, c'est intéressant de constater, si j'ai bien compris, c'est la question qu'il y a une coopération d'une fois de bottom-up, donc on travaille du terrain vers le niveau opérationnel et ensuite le niveau politique, mais aussi il y a quand même, si j'ai bien compris, un système fort de coordination confédérale, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre? Et oui, c'est tout à fait ça, hein. Il y a une collaboration bottom-up des entreprises, des réseaux, des opérateurs, mais on est clairement dans quelque chose de top-down, hein, pour reprendre l'équivalent, le terme anglais, où, alors clairement, l'Office fédéral des transports a un rôle de pilotage du système et de garantie de la cohérence. L'Office fédéral des transports pilote et coordonne tout le processus de planification à long terme. Il surveille toute la mise en œuvre de ce qui a été planifié à long terme. Il définit l'offre, il vérifie la cohérence aux bornes entre les cantons, entre les opérateurs. Et vu qu'il a les clés du financement, on lui obéit. Donc il a clairement ce rôle de grand arbitre. Donc je pense que je suis là pour parler de la Suisse, mais on peut quand même parler un peu de Belgique. Les différences avec la Belgique, c'est que eh ben, on a la Flandre et la Wallonie qui ont chacune leur opérateur, qui définissent en bonne partie l'offre, mais ça pose des questions à la frontière. On a toute la problématique bruxelloise avec la couronne, l'imbrication des réseaux, où on a parfois des lignes parallèles entre STIB, De Line et Tech, et SNCB. Et puis le fait que finalement SNCB n'est pas vraiment de commanditaire, d'autorité organisatrice. Et finalement, en Belgique, il n'y a pas d'autorité organisatrice qui puisse dire je parlais de siffler la fin de la récréation, qui puisse dire à l'ensemble des acteurs, ben non, là ça va pas, vous n'êtes pas coordonnés, je suis pas d'accord, on fait autrement pour que le système soit cohérent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui existe en Suisse où si deux cantons sont pas d'accord, hein, ce qui arrive, hein, évidemment, si deux opérateurs sont pas d'accord ou collaborent mal, enfin il y a des choses qui se passent pas bien aussi, eh bien, il y a vraiment quelqu'un qui peut dire non, non, ça, il faut faire autrement. Donc, c'est lié au fait qu'il y a un plus grand éclatement du pouvoir, parce que vu qu'il y a plus de plus petits cantons que Flandre et Wallonie, ça facilite, mais il y a quand même des grands cantons, hein, quand vous voyez le canton de Zurich qui représente à peu près ouais, quand même 12% du pays, il joue un peu des muscles, hein. Donc, l'Office fédéral, des fois, doit intervenir pour qu'il y ait une meilleure collaboration et que finalement, la cohérence du système pour l'usager final soit garantie. Donc, on est quand même dans quelque chose de très top-down, en fait, hein. Ok, merci. Nous avons quand même encore une communauté germanophone aussi, hein. Absolument, ouais. On ne l'a pas oublié quand même. On a aussi une communauté italophone et une communauté qui parle romanche, hein, qui a une proportion extrêmement faible. Donc, on a tout à fait aussi cette problématique d'avoir des grandes communautés et des beaucoup plus petites. Ouais. Ouais, merci. Je vois que Olivier a demandé la parole. Olivier. Oui, juste une petite dernière question qui est très large. Vous avez un horaire vraiment bien cadencé au niveau suisse. Quelle est la difficulté de mettre ça en place si on était la Belgique, de vraiment arriver à ça, puisqu'on n'y est pas encore, nous? Comment vous analysez la situation? Pourquoi tous les pays ne le font pas? Pourquoi c'est si compliqué à mettre en œuvre? Donc, peut-être dans le cas de la Belgique, si vous connaissez assez, quelles pourraient être les difficultés belges, ce serait très intéressant. Oui, Merci. je connais bien l'exemple belge. Paradoxalement, vous avez déjà énormément de choses qui sont en place, hein, en Belgique, hein. On n'est pas en train de parler de la région Limousin ou Auvergne, hein. Donc, vous avez un horaire cadencé depuis très longtemps qui est symétrique. Si on regarde les différences en termes d'horaire entre la Belgique et la Suisse, c'est peut-être cette notion de nœud de correspondance qui pourrait être à développée, on va dire, hein. On pourrait avoir sur ces grandes
ligne tangentielle sur la dorsale wallonne et puis à Gand et Anvers. Hein, on pourrait développer cette notion de nœud de correspondance, mais en même temps, vous avez quand même des niveaux de fréquences qui sont élevés. Moi, je pense que vous avez avec le réseau SNCB quelque chose qui a l'essentiel des bases pour développer ce qu'on trouve en Suisse. Ce qui manque, en fait, je pense, en Belgique, c'est on va dire un meilleur niveau de coordination entre SNCB et Tech, entre SNCB et The Line, entre Tech et Stib, entre The Line et Stib. On trouve par exemple sur l'arrivée à Bruxelles pas mal de situations où Tech et The Line viennent jusqu'au centre de Bruxelles parce que la tarification n'est pas intégrée. Et donc, les gens veulent avoir, ils ont un abonnement Tech ou un abonnement The Line et ils veulent aller à Bruxelles. Donc, ils ne veulent pas changer pour prendre un abonnement SNCB parce que ça leur coûterait plus cher. Et donc, ce qui manque là, c'est quelqu'un qui justement soit au-dessus de tout ça et dise, eh ben, c'est dans l'intérêt général de dire, je rabats certaines lignes sur le ferroviaire, je rends les réseaux complémentaires et non pas parallèles, et avec finalement une meilleure utilisation des moyens publics, hein, c'est quand même la collectivité et finalement le citoyen qui finance tout ça, je peux avoir une meilleure offre qui coûte moins cher à tout le monde. Je suis certain qu'on peut trouver des axes à Bruxelles ou dans la grande région bruxelloise où on va avoir une relation parallèle Stib, Tech ou The Line et SNCB. Et finalement, les usagers sur cet axe, ben, ils n'ont qu'un abonnement, donc ils ont peut-être accès à un tiers de l'offre, alors que s'il y avait vous voyez, une intégration de l'offre, de la tarification et de l'information, on pourrait peut-être avoir moins d'offres en absolu, et pour chaque utilisateur, l'offre serait meilleure. Donc, ça serait moins cher pour la collectivité et meilleur pour tout le monde. Hein. C'est ce genre de choses qu'il faut faire progresser. Ok, merci. Je vois que Margot a demandé la parole à nouveau. Margot, tu as la parole. Oui, je vais encore quelques petites questions. Vous avez parlé, donc il y a plusieurs tarifs. Il y a un demi-tarif, donc je voulais savoir s'il y a des conditions d'accès spécifiques pour les demi-tarifs. Et au niveau de l'autopartage, est-ce qu'il y a un seul opérateur ou là aussi il y a une mise en concurrence qui est possible? Donc ça, c'est 2 questions par rapport au train. Et au niveau du financement, vous avez expliqué qu'il y a une taxe camion qui est redistribuée pour le soutien de l'infrastructure ferroviaire. Mais alors, comment faites-vous pour financer les routes si cette taxe est redistribuée dans l'infrastructure ferroviaire? Oui, merci. Alors, il y a aussi une taxe sur l'essence, hein, sur le carburant, qui finance les routes. On appelle l'impôt sur les huiles minérales, c'est une traduction de l'allemand. Et ça va directement au financement des routes et également au financement, le fonds Forta, là, des projets d'agglomération. Donc, il y a aussi l'impôt sur les huiles minérales peut aussi, dans certains cas, financer des projets de transport public urbain. La taxe poids lourd, elle finance le fonds, le FIF, le fonds ferroviaire. Et ça, c'était, vous avez peut-être encore en tête, il y a maintenant une quinzaine d'années, lorsque la Suisse et l'Union européenne ont négocié les accords bilatéraux. Donc, la Suisse a résisté. C'était des négociations très difficiles, puisque en fait, la Suisse a refusé d'accepter les poids lourds de 40 tonnes. Enfin, il y a eu plusieurs étapes. Finalement, ils ont quand même été acceptés, mais il y a des quotas. Et en fait, il y a eu un accord, un deal où, en gros, la Suisse a dit, donc l'Europe a dit, vous devez accepter nos camions. La Suisse a dit non, mais on peut les transporter sur nos trains. L'Europe a dit, mais il faut que ça soit compétitif. La Suisse a dit, bon, on va construire des tunnels. L'Europe a dit, bon, d'accord, mais la Suisse a dit, mais il faut que vous les financiez avec une taxe poids lourd. Donc, c'est la taxe poids lourd
qui s'applique aux camions, qui financent les tunnels, qui servent à offrir une offre crédible à la place du transit routier. Et puis bon, il faut bien dire que la taxe poids lourd, elle s'applique bien sûr aussi aux camions suisses, hein, donc évidemment. Voilà, vous aviez une question, je suis désolé, redites-moi juste Pas de les souci. mots-clés. J'ai une question par rapport aux conditions d'accès pour les demi-tarifs. Non, il n'y a Ce que vous aucune avez expliqué. condition. Il n'y a pas condition d'accès, ok. Non, et puis, Et on n'est pas du tout dans une logique. Ouais, par exemple, il y a souvent en Île-de-France ou en France, il faut être salarié, il faut avoir un contrat machin chouette pour avoir. Il n'y a pas ça. C'est accessible à tout le monde toute personne qui a son domicile en Suisse. Et pour les gens qui sont en vacances, en voyage touristique, il y a d'autres tarifs qui sont à peu près équivalents. Il y a des espèces de mini-abonnements généraux je vous recommande pour vos prochaines vacances. Et aussi enfin, avec des durées courtes, quoi, hein, qui rendent c'est clair que si vous venez et puis que vous prenez pas de forfait, c'est très cher, hein, au kilomètre, vous verrez, si vous venez comme ça. Ouais. d'accord. Et ma dernière question, c'était au niveau de l'autopartage. Est-ce que c'est un seul opérateur qui est géré Ouais. alors au niveau j'ai oublié le nom, mais Mobility, ouais. l'OFT, voilà. Ou bien lui aussi a un risque de mise en concurrence? Ou pas du tout? Alors, l'autopartage Mobility, c'est Oui. pas géré par l'OFT, c'est une entreprise Ok. privée qui a des accords avec les entreprises de transport. Il y avait plusieurs opérateurs régionaux, puis en fait, ils ont décidé de fusionner pour créer cette structure nationale. Donc aujourd'hui, il y a une forme de monopole. C'est parfois critiqué, mais bon, pour le moment, globalement, ça donne satisfaction. Mais bon, à ma connaissance, s'il y a d'autres opérateurs, c'est extrêmement ponctuel et il y a aucun équivalent à Mobility. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je vois que François a redemandé la parole et puis Michel. François, tu as la parole. Oui, bonjour, rebonjour. La question de Margot me fait penser à une autre question. Est-ce qu'il y a une politique de tarification sociale en fait en Suisse pour les personnes sans emploi, par exemple, ou d'autres types de réductions, type pour les familles nombreuses, etc. Merci beaucoup. Peu, hein. Là, on retrouve la Suisse qui est un pays qui a beaucoup moins de prestations sociales. Il y a des services sociaux qui vont soutenir les personnes en difficulté. Mais il y a en tout cas, je pense qu'il y a certains cantons, certaines villes. Par exemple, la ville de Lausanne paye la moitié des abonnements pour les enfants, ce genre de choses. Mais c'est plutôt des initiatives locales et il y a pas de réglementation, de tarification sociale au niveau national, comme on trouve en France ou en Belgique. Merci. Michel, tu as la parole, mais tu dois mettre ton micro, Michel. Désolée. Oui, moi j'avais encore deux petites questions. Michel, tu te présentes peut-être? Oui, je suis Michel Pans du secrétariat du Conseil central de l'économie. En fait, moi j'avais deux petites questions. En fait, la Suisse dispose-t-elle d'une infrastructure ferroviaire mixte, c'est-à-dire tant pour les personnes que pour les marchandises? Et qu'en est-il, par exemple en Belgique, le transport de personnes a priorité sur le transport de marchandises? Est-ce que c'est la même chose en Suisse? Et la deuxième question, on a parlé tout à l'heure de part modale élevée pour les transports en commun. Est-ce que, d'après vous, le système suisse a vraiment entraîné un transfert modal, par exemple, de la voiture vers les transports en commun, ou est-ce qu'elle a juste attiré plus de monde vers les transports en commun sans diminuer la part de la voiture? Donc, je ne sais pas si vous pouviez dire quelque chose là-dessus. Merci. En tout cas, vous habitez dans un très très beau jardin, hein, ça donne envie. Sur la part modale, oui, il y a eu un transfert modal, mais il y a cet effet clairement de demande induite aussi, où parce qu'on crée une meilleure offre, on augmente sans forcément avoir un réel transfert modal. Il y a un transfert modal, comme je vous ai dit, il y a une certaine stagnation de la répartition modale depuis quelques années qui pose question. Il y a des débats et des études pour savoir comment faire. Et puis, c'est un petit peu la difficulté que les autorités rechignent à prendre des mesures coercitives.
Voilà, mais il y a quand même une évolution positive. Il y a des graphiques. Il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Litra, Litra, où il y a beaucoup de données. Sur le site de l'UTP, l'Union des transports publics suisses, vous trouvez aussi pas mal de choses. Mais il y a plutôt une augmentation de la part modale des transports publics depuis des décennies, avec, comme je disais, un petit peu une stagnation depuis quelques années. Voilà, c'est une légère croissance constante, quoi. Ouais. J'ai de nouveau oublié votre question précédente. L'infrastructure mixte, est-ce qu'il y a priorité pour Ah le oui. transport de personnes sur le transport de marchandises ou est-ce que Alors, ce n'est pas le ouais, cas? bien sûr qu'il y a une mixité de l'infrastructure. C'est pas comme aux Pays-Bas où on a un petit peu cette Betway line qui est dédiée au transport marchandises. Donc, vous avez, je vous disais, les 70% de part modale avec les 5 ou 6 sillons par heure et par sens dans l'axe nord-sud, c'est en mixité, hein. Il y a quelques axes avec plus de fret que de voyageurs, mais il n'y a quasiment aucun endroit où il y a des infrastructures dédiées. Donc, tout est en mixité. Okay. Maintenant, sur la priorisation, alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'ailleurs, c'est vrai en Belgique aussi. Il y a la question de la planification, de l'attribution de la capacité et la question de la gestion du trafic. Donc, ce qui est souvent critiqué, et probablement en bonne partie à juste titre, c'est le fait que dans la gestion du trafic, on a tendance à prioriser les voyageurs parce que les marchandises sont quand même moins bruyantes en termes de réclamation que les voyageurs. Elles votent moins, elles payent moins d'impôts, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent se produire. En même temps, l'OFT, en tant qu'arbitre régulateur, est quand même très attentif à ça. Je pense que c'est quand même pas si mal. En Suisse, on voit quand même régulièrement des trains voyageurs qui sont, par exemple, lorsqu'ils sont trop en retard, on va les pénaliser selon le principe de la branche morte, hein, typiquement un train qui est vraiment en dehors. Ensuite, vous avez vraiment ce système, et ailleurs aussi, hein, où vous dites, ben, il a 5 minutes de retard, j'estime que je peux rattraper, donc je le priorise. Et puis à partir de 10 minutes de retard, c'est mort, je le pénalise pour pas propager le problème. Et j'ai vu régulièrement des cas où le fret peut être priorisé parce qu'il y a des sillons. Si vous voulez, quand vous traversez un réseau aussi dense, le fret, il doit aussi être à l'heure, hein. Donc, on va plutôt faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va changer, on va manquer une case. C'est un peu comme un tapis roulant, si vous voulez, ou un téléski, hein, vous manquez une place, vous prenez le siège suivant, hein, le télésiège. Mais il faut que le télésiège il peut pas s'arrêter, hein. Donc c'est un tapis roulant sur Bâle-Chiasso, le nord-sud. Les sillons fret, je pense qu'ils sont pas pénalisés dans la gestion du trafic. Et si un train est en retard en venant d'Allemagne ou d'Italie, un train marchandise qui arrive évidemment, ben, il prend le siège suivant, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, dans la planification, pour reprendre l'autre aspect, là, clairement, c'est une des missions fortes que se donne l'OFT, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pénalisation du trafic marchandises. Et on a même dans le cas que je citais tout à l'heure sur la refonte du trafic de l'horaire en Suisse romande, le coucou qui a des ratés, là où on va faire un horaire avec plus de réserves pour qu'il soit plus fiable, plus ponctuel. Il y a un certain nombre de cas où les cantons, les acteurs veulent une certaine desserte voyageurs et puis ça pénalise le trafic marchandises, les sillons marchandises et l'OFT est quand même relativement intraitable sur ces sujets en disant il n'est pas question de pénaliser le fret, quoi. Ok, merci. Sacha, il y a peut-être autre vraag. Tu as demandé la parole, Sacha. Tu te présentes peut-être. Oui, bonjour, je suis Sacha Dirks aussi de la FGTB, syndicat. Deux petites questions. Il y a beaucoup d'opérateurs ou d'entreprises qui ont des trains et des bus. Est-ce que mon impression est correcte que la grande majorité ou les plus importantes
sont toutes des entreprises publiques ou majoritairement publiques, 80 ou 90% publiques. Et deux, aussi sur le financement. Donc, il y a des taxes qui vont directement aux opérateurs, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a, ou les opérateurs, est-ce qu'ils sont rendables avec les subsides, sans subsides? Ou est-ce qu'il y a des différences entre les plus grandes et toutes les autres, les plus petits, en cet égard? Voilà, ce sont mes deux questions. Oui. Alors, merci. Tous les opérateurs et tous les gestionnaires d'infrastructures sont publics. Ils appartiennent dans des mesures variables aux différentes collectivités, en fait. C'est-à-dire que les CFF appartiennent à la Confédération, Carte Postale aussi, et les autres opérateurs, ils appartiennent en général majoritairement aux cantons qui desservent. Mais ils sont toujours publics. Il n'y a pas de financement direct du tout, hein. Le seul cas où il y a un financement fléché, c'est pour le maintien de la substance de l'infrastructure, hein. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un fléchage des financements pour alimenter le FIF, le Fonds d'infrastructure ferroviaire, mais ça ne concerne que la maintenance et l'exploitation et le développement de l'infrastructure. Il n'y a pas de fléchage pour le financement du service, hein, de la desserte. Et comme j'ai dit au début, la desserte, il y a deux catégories. Il y a tout ce qui est grande ligne qui est réputé rentable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention. En fait, c'est les CFF qui exploitent, qui ont, on appelle une concession pour exploiter le trafic grande ligne. Ils en sous-traitent une partie à d'autres chemins de fer. C'était d'ailleurs un moyen d'éviter la concurrence. Ils sont arrangés. Et puis, pour tout ce qui est trafic régional qui est donc subventionné, il y a ce principe de l'offre, comme je disais, où il y a un prix qui est convenu entre les commanditaires de l'offre et le bénéficiaire de la subvention, l'entreprise, qui est un prix qui est contraignant. Comme j'ai dit, si ça coûte plus cher, tant pis pour eux, et si ça coûte moins cher, ils doivent réinvestir les bénéfices dans le prix de l'année suivante. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les cantons et l'OFT, donc les commanditaires, voient, si vous voulez, des offres d'opérateurs différents, et donc ils peuvent comparer, et c'est là aussi, j'aurais peut-être dû dire ça, que la concurrence latente joue énormément, parce que il y a un formulaire, l'OFT impose un formulaire d'offres, donc toutes les offres de tout le pays sont rendues sous la même forme, avec des cases à remplir dans un fichier Excel, hein. Et donc, l'OFT et les cantons voient lorsque un chemin de fer ou un opérateur routier est plus cher qu'un autre, et ils le leur disent, hein, ils leur disent non, mais là, c'est trop cher ce prix, faut vous débrouiller pour baisser vos prix. Donc, il y a une espèce, il y a vraiment le bénéfice de la concurrence sans la mise en concurrence, hein, ou disons rare. Il y a de temps en temps des mises en concurrence de lignes routières. Si je peux poser une question complémentaire par rapport à ça, c'est des concurrences entre opérateurs publics? Absolument, C'est oui. ça qui est. Donc, si un canton est jugé non compétitif, il pourrait être mis en concurrence avec qui? Parce que c'est une ligne dans son canton, il ne va pas être mis en concurrence avec un autre canton, je suppose. Alors, ce n'est pas les cantons qui sont mis en concurrence, c'est les opérateurs qui appartiennent majoritairement au canton. Mais parfois, ils appartiennent à plusieurs cantons. Il y a aussi la Confédération, il y a aussi les communes, c'est un petit peu mélangé, hein. C'est pas, il n'y a pas l'opérateur bernois, l'opérateur Ce que je veux dire, c'est par exemple zurichois. la commune X est opérateur, il pourrait être mis en concurrence avec quelqu'un d'autre qui viendrait sur son territoire. C'est un peu bizarre, non? Il n'y a pas de commune opératrice, il n'y a pas de Ok, non, canton opérateur. Il y a des sociétés de droit privé, qui sont des SA, dont l'actionnariat est possédé par les communes et les cantons. Voilà, c'est important. Oui, ils peuvent être mis en concurrence parce qu'il y en a souvent plusieurs, ils débordent un peu tous de leurs frontières cantonales,
potentiellement un opérateur. Il peut y avoir plusieurs opérateurs qui sont tous des opérateurs publics avec un actionnariat différent et qui peuvent assurer le service. Donc c'est là que se joue la concurrence. Merci. Et peut-être aussi une question supplémentaire. Les contrats sont c'est tous les années ou donc chaque année, il peut être une opérateur qui est différente de l'année passée? Alors, il y a des commandes toutes les années, mais il y a un système tous les 2 ans. Ils essayent de grouper. Il y a une grande commande pour 2 ans, puis une petite commande entre deux. Et comme je vous disais, il y a pas vraiment de mise en concurrence. Donc, c'est plutôt quand les commanditaires sont pas contents du service, ils menacent de faire une mise en appel d'offres. Et puis, si ça s'améliore pas, ils en font une. Et en général, et ça s'est fait jusqu'à dans les 10 dernières années, peut-être 5 fois pour des réseaux routiers, les vraies mises en concurrence. Par contre, de temps en temps, ils décident de donner une ligne à une autre, hein, et ça peut potentiellement se faire toutes les années ou tous les 2 ans, ouais. Le bâton et la carotte qui font avancer l'âne, ça peut intervenir un peu tout le temps. Il y a encore un système de concession parce que d'un point de vue juridique, enfin, c'est pas très utile ici. Si vous voulez, il y a le système de commande, puis le système de qui a le droit d'exploiter. Donc, quand on change d'opérateur, il y a encore un aspect juridique. Mais disons, potentiellement, les opérateurs savent que s'ils sont pas sages, ils peuvent être punis tout de suite, quoi. Au lit sans souper, quoi. Et du coup, ils n'arrivent pas à rentabiliser, à amortir leur matériel sur un certain nombre d'années. C'est ça le risque aussi pour eux. Ils se retrouvent avec du matériel où le matériel passe au nouvel opérateur. Alors, si vous voulez, cette situation que vous décrivez, elle n'existe pas parce que ce qu'il faut peut-être voir, c'est que peut-être vous allez dire c'est un peu le monde des bisounours, mais les opérateurs, à la fois, ils doivent obéir aux exigences des cantons et de la Confédération, mais en même temps, ils appartiennent à la Confédération et aux cantons. Et en fait, les cantons et la Confédération ne souhaitent pas pénaliser ces opérateurs. Elles souhaitent les pousser à devenir meilleurs, mais elles ne vont pas jamais les mettre dans une situation délicate, parce que ça serait aussi un problème pour eux. Donc, une situation où, enfin, j'ai jamais entendu parler d'une situation comme il y a en Allemagne, par exemple, hein, où un opérateur perd un appel d'offres, il se retrouve avec son matériel roulant, il ne sait pas quoi en faire. Jamais personne va arriver à ça. On va s'arranger pour que ce matériel puisse être réutilisé, etc. C'est un espèce de monde où tout le monde parle avec tout le monde et tout le monde se connaît. Il y a des moments où il y a un peu de pression, mais tous les acteurs veulent que ce système fonctionne. Et ça donne un peu un double rôle des cantons et de la Confédération, parce qu'à la fois ils sont actionnaires, je vous disais, et à la fois ils sont clients, hein, des chemins de fer, par exemple. Donc souvent, c'est la partie finance du canton qui représente l'actionnaire au conseil d'administration, et c'est la partie transport, si vous voulez, service public, qui est le client, pour que ce soit politiquement un peu séparé. Une chose aussi que vous pouvez me demander en tant que Belge, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement de majorité? Est-ce qu'il peut justement y avoir des renversements ou en cas ce qui a été construit, hein, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose qui ne se produit pas en Suisse, parce que la Suisse, c'est la dictature du consensus. Tout est toujours proportionnel, hein, tout est toujours collégial. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il n'y a pas de président qui a tous les pouvoirs, il n'y a pas de parti qui a tous les pouvoirs. C'est toujours un conseil collégial qui est élu de manière proportionnelle. Donc, il y a toujours un accord qui est trouvé. C'est pour ça qu'il y a toujours des consensus un peu mous, un peu frustrants. Et il n'y a jamais de révolution, il n'y a jamais de changement de gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal ou au niveau communal. Enfin, disons, en tout cas pas dans les proportions de ce qu'on a, je sais pas ce qui s'est passé en Pologne ou aux Pays-Bas récemment, là, on n'a jamais ça. Donc il y a une continuité. Tout avance lentement et tout se fait avec des compromis.
Alors, on approche progressivement de la fin de notre réunion parce qu'on approche de midi. François, tu avais encore une dernière question? Oui, très rapidement, et encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous nous dites, c'est vraiment super intéressant. Question un peu faussement naïve, mais est-ce que vous faites un peu du plaidoyer au niveau de l'Europe et de la Commission européenne par rapport à votre modèle, puisque l'Europe veut tout libéraliser et privatiser au niveau de, ou en tout cas introduire des acteurs privés au niveau des transports? Et est-ce que vous avez des discussions avec la Commission pour expliquer votre modèle et les avantages du modèle suisse par rapport à une libéralisation, privatisation tous azimuts? Et alors, mais si j'ai bien compris les derniers échanges, le système est entièrement public. Alors, est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux acteurs privés d'éventuellement vouloir devenir opérateurs en Suisse? Est-ce que c'est organisé comme ça ou la concurrence fait que le privé n'a pas d'intérêt financier à opérer en Suisse? Merci beaucoup. Alors, pour votre première question, non, la Suisse ne fait pas de plaidoyer, elle ne va pas donner son point de vue à l'Europe. Je pense que ça serait particulièrement malvenu, parce que la Suisse est une île au milieu de l'Europe et refuse d'entrer dans l'Union européenne. Et donc, c'est quand même un peu un caillou dans la chaussure, notamment en termes de transport, hein. Oui. Il y a des négociations difficiles sur la suite des accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse. Enfin, vous avez peut-être vu dans l'actualité, la Suisse a rompu les négociations, là c'est en train de reprendre. Et la Suisse est la première à dire qu'elle est souveraine et qu'elle ne veut pas que l'Europe vienne mettre son nez dans ses affaires. Donc je pense qu'il serait assez malvenu que la Suisse commence à donner des leçons à l'Europe. Donc c'est un discours, en tout cas j'espère, qui n'existe pas, ou en tout cas pas officiellement, mais en général ça ne se voit pas. Et les Suisses souvent sont pas très conscients, hein, d'ailleurs, ça dépend lesquels, mais des différences et des avantages de leur système de transport public. C'est un petit peu des évidences. Ils sont plutôt assez étonnés que ce soit différent quand ils vont en vacances. Nous, on est justement SMA, une des rares entreprises, ou peut-être la seule dans le domaine, à travailler dans de nombreux pays européens et en Suisse et à parler les différentes langues. Donc, on peut justement jouer ce rôle un petit peu de traduction, mais linguistique, culturelle et aussi organisationnelle, quoi. Mais c'est souvent pas très bien compris, quoi, hein. Voilà. Et l'idée que la Suisse a une dose de concurrence qui permet de dynamiser le système avec des acteurs qui sont tous publics et que ça pourrait être une bonne idée pour ailleurs. Vous voyez, c'est ressorti aujourd'hui de la discussion de mon point de vue, mais ça ressort pas vraiment habituellement, hein. C'est pas quelque chose dont les gens sont particulièrement conscients, quoi. Et c'est peut-être aussi un peu mon avis, hein. Voilà, j'assume mes propos. Et sur les opérateurs privés, on retombe sur ce que je vous disais sur les limites, c'est-à-dire que il y a ce système de planification long terme, PRODES, les étapes, qui est décliné en STUR, les stratégies d'utilisation du réseau, et en PLUR, les plans d'utilisation du réseau, qui sont contraignants. Et donc ça, en fait, ça limite énormément l'open access, parce que ces gens, ils doivent rentrer dans ce système, ils doivent rentrer dans la planification, et donc il n'y a pas vraiment de place pour eux. Et donc, et l'OFT, comme la Suisse n'est pas dans l'Union, disons qu'elle favorise pas l'entrée de ce type de transporteur. Disons, le système de planification et sa rigidité, mais aussi la cohérence qu'il a, favorise pas ce genre de choses. C'est débattu, hein. Il y a aussi des transporteurs routiers, hein, qui traversent, donc type Flixbus et autres. Et là, il y a des autorisations qui sont données au compte-gouttes. On exige qu'ils s'intègrent dans le système intégré. Il y a des gros débats en Suisse sur ça aujourd'hui. Est-ce qu'on doit les laisser venir en leur imposant d'entrer dans le système, ou est-ce qu'on doit ne pas les laisser venir? En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ensemble des acteurs défend la cohérence du système intégré aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces dernières précisions et je crois que je peux refléter l'opinion de l'ensemble des participants. Un tout grand merci à la fois pour votre présentation qui était quand même très claire et à la fois pour votre disponibilité à répondre aux différentes questions.
Et donc, un tout grand merci pour la prestation que vous avez faite aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis donc, il y a mes coordonnées. Vous avez mis à disposition quelque part ma présentation, je pense. Et il y a à la fin, la dernière page, mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires. On est à disposition, évidemment. Un tout grand merci et à bientôt sans doute. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.